Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 24 novembre 2024. Non, ne changez pas votre fichier sur Spotify ou YouTube ou Apple Podcast. C'est bien Pierre-Olivier Poulain qui vous parle avec vous autres aujourd'hui. Emilio qui n'est pas présent ce soir. Je pense qu'il avait son party de Noël de compagnie ce soir malheureusement. D'ailleurs, qui organise un party d'employés de Noël un dimanche soir en plein mois de novembre? Ça, je ne sais pas. On verra. Mais ceux qui font ça, je veux des réponses. Allez sur nos médias sociaux puis répondez pourquoi pour l'instant. Mais avec nous aujourd'hui, un qui n'est pas dans sa partie de Noël ce soir, Félix Forget qui est avec nous autres aujourd'hui. Moi, Félix, je fais juste te dire pour commencer que la semaine où les Titans du Tennessee gagnent et que les Steelers perdent, bizarrement, Mio n'est pas là. Bizarrement. C'est scandaleux, man. Puis, gars, peut-être que, bon, là, il y a certains qui vont dire que les Raptors ont battu les Timberwolves cette semaine. Fait que, il manque aussi ce moment-là de pouvoir me faire chier encore une fois. Mais, écoute, bizarrement, les Steelers perdent contre les Browns, puis les Titans battent les Texans. Deux affaires qui n'étaient pas du tout supposées arriver. Mio a un empêchement, peut pas se présenter. Non, mais sérieusement, on va tenir le fort quand même en attente de Mio. Et la bonne nouvelle, c'est que même si Mio n'est pas là, on a quand même quelqu'un avec nous pour cet épisode-là, un invité qu'on a déjà reçu sur le show et qu'on est très content de revoir une nouvelle fois. Pop, je te laisse introduire notre nouvel invité. Le bossman du basketball québécois et prêcheur de la bonne parole du sieur Nikola Jokic. Liam Wood avec nous, anciennement d'Aléo 360, mais qu'on te retrouve encore un peu partout, là, dans des prochains basketballs au Québec malgré tout ça. Mais comment ça va, mon vieux? Ah, ça va tellement bien. Merci de m'avoir invité, les gars. C'est toujours un énorme plaisir d'être là. Liam, juste avant de commencer, puis ça, sois très honnête avec nous autres. À quel point t'as pas assez proche de te mettre à genoux dans le Walmart quand t'as vu Nikola Jokic puncher un ballon puis qu'il a failli faire un panier de l'autre bord du terrain? Hey, t'as-tu vu comment c'était enligné? Il manquait quelques centimètres puis le ballon, il rentrait. Puis ça, souvent, là, tu vas voir un gars dans la NBA quand il reste 4, 3, 2 secondes peut-être avant que le cadran s'arrête. Souvent, il y en a qui vont prendre une coupe de dribble et tu vas les voir tirer après que ça a sonné. Right? On s'entend? Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. C'est exactement pour cette raison-là. Ils ne veulent pas affecter leurs statistiques de tir à 3 points. Il y en a qui vont le faire, qui vont le réussir, mais la majorité du temps, bon, ils vont le tirer puis ils vont le rater. Là, Nikola Jokic, c'est du une seconde, peu importe combien de temps qu'il reste, je m'en fous. Moi, je vais l'essayer. Puis malgré tout ça, en ce moment, mène la NBA au chapitre du pourcentage de tir à 3 points. Si je ne me trompe pas, on est encore à 56%. Il est numéro 1, pas juste numéro 1 parmi ceux qui font tant de tentatives par match. Non, c'est numéro 1 point dans la ligue. Ce gars-là, il essaie quand même des tirs un peu n'importe comment, n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout de ses stats. Nikola Jokic, c'est un winner. Mais tu sais, c'est pas juste... Il a littéralement punché le ballon, puis même juste le fait que, genre, il a passé à pas grand-chose de l'aligner. Qui punch un ballon et ça traverse la totalité du terrain de même? What the fuck? Le water polo, c'est presque un sport national en Serbie. Hein? Tu vois, ça vient de là, je pense. C'est un water polo shop, quand même. Un water polo shop. Il manquerait juste que Nikola Jokic soit sur un de ses chevaux pour rendre ça le plus serbe possible. Mais écoute, le glazing de Nikola Jokic est déjà commencé et on n'a même pas 5 minutes de commencer. Tout va bien et la nature est en train de se régénérer. Bossman, c'est le meilleur joueur au monde. Mais cette semaine, c'est le fun qu'on ait pu voir ça parce que cette semaine, c'est un peu la poursuite de la NBA Cup un peu. On a vu, comme d'habitude, des terrains absolument scandaleux pour les yeux. Mais, shout-out de saluer des Raptors qui étaient chef kiss. Pour vrai, ça devrait être leur court, genre, toute la saison. Et moi, je regardais ça dans le coin de là, puis j'étais genre, est-ce que les Celtics de Boston vont vraiment se faire sortir par les Wizards de Washington?
J'ai pensé à ça. D'y croire que les Celtics allaient se faire sortir. Ouais, on dirait que ça prend du temps aux joueurs avant de le prendre au sérieux, ce tournoi-là. Puis je les comprends parce qu'en tant que fan, nous aussi, c'est un peu la même chose. C'est difficile d'y adhérer, on n'est pas trop sûr. OK, c'est mardi soir, puis là, le lendemain, ça redevient des matchs un peu. Ça redevient des matchs ordinaires. Fait que là, il y a un peu le sentiment de faire OK, ben, il me semble que ça serait mieux si c'était chaque jour pendant une période de temps déterminée que juste les mardis et les vendredis soirs. Fait que je crois qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui ont de la difficulté à y adhérer. Les joueurs aussi, au départ, hein, on n'est pas trop sûr, mais j'ai un dévoilement à vous faire, les gars. Je suis vendu NBA Cup cette année. L'an dernier, il y a eu des points forts. La finale, c'en était un à Las Vegas. Les terrains, c'en était pas un. Cette année, je crois qu'ils ont nettement amélioré les terrains. Oui, il y en a beaucoup qui sont encore aveuglants. Là, puis il y en a où c'est bleu, tu as l'impression que les joueurs ils jouent au water polo, justement, dans une piscine olympique bleue. Ce qui arrive là, c'est que tu en as beaucoup qui prennent ça plus au sérieux. Il y a un des changements de règles aussi qui, je crois, apporte beaucoup à la NBA Cup, c'est que ces matchs-là, le différentiel de points à la fin, il vaut pour quelque chose. Fait qu'ils vont jouer jusqu'à la toute fin. Tu ne veux pas te faire éclater par un 30 points, par exemple, parce que ça peut heurter ta fiche, ça peut faire la différence entre une participation en quart de finale ou non. Là, après ça, bon, les Celtics, peut-être qu'ils l'ont pris moins au sérieux, effectivement. C'est pour ça qu'ils ont perdu certains de leurs matchs en NBA Cup. Mais une fois que là, on va arriver avec OK, il y a un classement clair, là, on va arriver avec un peu plus de compétition au sommet entre qui est l'équipe qui va sortir de son groupe, hein, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais ça fonctionne avec des groupes un peu de style soccer. Là, il va y avoir, ça va jouer du coude, là, il va y avoir beaucoup plus, selon moi, de raisons pour les joueurs de jouer plus fort qu'ils n'ont jamais joué avant pendant un mois de novembre, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent sur la table. Puis ça, souvent, on le dit, OK, bien, la raison pourquoi les joueurs ils vont plus se donner, la raison pourquoi les joueurs ils vont répondre présent à ces événements-là, parce qu'en fond, des événements, c'est l'argent dont on vient de parler, mais il y a aussi, après ça, la question du fan. Pourquoi moi, je care si le gars qui fait déjà 32 millions par année, il fait un 500 000 de plus? C'est quoi l'incentive pour le fan? T'sais? Là, je me suis dit, OK, les terrains, mais au final, là, je me suis dit, du bon basketball, ça va attirer les fans de bon basketball. Si on peut en avoir en novembre, en décembre, tant mieux, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Puis écoute, Liam, je vais te poser une question. Tu me parles de comment on peut essayer d'attirer le fan par rapport à ça. Est-ce que tu as des idées, toi, à part, évidemment, le côté financier pour les joueurs, mais je pense comme ça, peut-être donner un choix de repêchage supplémentaire à l'équipe qui gagne, peut-être, je sais pas, j'essaie de réfléchir un peu avec toi. Est-ce que toi, tu as des idées? Mettons d'un matin, tu te réveilles, tu es Adam Silver, puis tu as un mandat clair, rends ça plus attrayant pour les fans de ce tournoi-là. Donne une raison aux fans de s'intéresser à ça, plus qu'au match du jeudi soir, mettons. C'est quoi le premier truc que tu mets en place? Ou tu peux en mettre 2-3 si tu veux, là, mais c'est quoi le premier truc que tu mets en place pour essayer d'échir de l'intérêt de la part des fans pour un tournoi comme ça? C'est difficile à dire. C'est une excellente, excellente question. Tu parlais d'un choix de repêchage additionnel. Mais là, ça fait peut-être en sorte que le gars, mettons, qui est 5e, 6e sur le banc, qui n'a pas nécessairement sa place dans la rotation garantie, ça ferait peut-être en sorte que lui, ça lui donne moins envie de performer. C'est pas qu'il va le faire, mais c'est pas ce qui va l'attirer lui, étant donné que c'est peut-être une place de plus qui va lui voler éventuellement son rôle. Bref, c'est pas nécessairement le cas. Mais je crois que si tu ajoutes un autre incentive, si tu ajoutes une autre raison pour que le fan soit encore plus attiré qu'il l'est déjà, il faut aussi que le joueur, ce soit à son bénéfice, il faut que ce soit pour les équipes, que ce soit pour les propriétaires, etc. Pour moi, c'est le temps. Comme tout dans la vie, ça prend du temps avant que les roues du train commencent à avancer, que la boule de neige commence à grossir. Puis éventuellement, si les gens ils voient ça, il va y en avoir des discussions autour de la NBA Cup. Oh, tel joueur en a gagné plus que tel, comme on a les discussions, par exemple, entre Michael Jordan et LeBron James, à savoir qui est le GOAT, hein, qui a le plus de titres. Éventuellement, j'ai l'impression que la NBA Cup pourrait devenir ça. Pas dans les prochaines années. Clairement pas de suite. On en parle quasiment comme d'un trophée Mickey Mouse. Là, on le sait, l'an dernier, les Lakers l'ont remporté pour ensuite se faire presque balayer par les Nuggets de Denver.
mais quand même une série compétitive, on va se le dire. Reste que c'est pas tant pris au sérieux pour l'instant. Donnez-y du temps. Après ça, bon, s'il y a des fans qui évoquent du mécontentement par rapport à certains aspects, ajuste ici et là. Pour moi, si je suis Adam Silver, je vais essayer de tweak. Déjà, ils ont fait un petit tweak avec les terrains. Ils sont plus beaux. C'est pas à chaque match qu'il faut que tu portes ton City Edition, les maillots qui n'ont pas toujours été très beaux. Tu peux porter ton maillot home away ordinaire. Fait que ça, je trouve que ça ajoute un autre petit cachet. Ensuite, bon, si tu veux rajouter plus de raisons financières aux joueurs, c'est pas, selon moi, ce qui va faire la différence, je crois. Mais tu sais, il y a une différence entre, mettons, un nouvel événement que genre, tu sais, la NBA Cup, personne ne déteste ça, mais c'est juste qu'il n'y a pas de hype. C'est pas comme si le format que tout le monde unanimement décidait « Oh mon Dieu, c'est mauvais, quelle idée de merde! » C'est juste qu'il n'y a pas de hype autour. Puis je pense qu'avec le temps, oui, ça va se développer. Puis on l'a juste vu l'année passée. L'année passée, pendant le tournoi à la ronde, personne avait genre de hype pour ça. Personne ne parlait de ça. Mais une fois qu'on est arrivé dans la phase éliminatoire, là, par exemple, oh boy, là, par exemple, là, le show était bon. Là, le monde commençait à capoter. Fait que déjà, c'est plus encourageant de même. Puis pourquoi pas rajouter ça un peu plus l'insulte à l'injure? Pourquoi pas promettre un show repêchage? L'équipe qui gagne est assurée de faire les playoffs à la fin de l'année. Pourquoi pas? Moi, ça serait une solution extrême un peu que je ferais. Mais tu sais, c'est sûr que là, c'est quoi, pour le reste de la saison, les joueurs ne vont pas se forcer. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un peu extrême de ce côté-là. Mais moi, ce que j'aime par rapport à ce genre de compétition-là, c'est un peu ce qu'on voit dans d'autres ligues où il y a des petits tournois de même qui se déroulent très rapidement, peuvent prendre des proportions, mais des directions assez intéressantes. Tu sais, tu vois des équipes comme les Pistons de Détroit, les Bucks de Milwaukee, qui ont de la misère en saison régulière, sont invaincus encore dans le tournoi. Le Magic d'Orlando est probablement la meilleure équipe depuis le début de la NBA Cup. Puis tu as des équipes qui devraient être dans le haut du classement qui en arrachent un peu. Félix, je te regarde avec tes Timberwolves du Minnesota, soit dit en passant. Bon, ça va pas bien pour l'équipe au complet en ce moment, je te dirais. Il y a des plus gros problèmes que la NBA Cup en ce moment. Quand t'as Julius Randle et Rudy Gobert qui peuvent pas s'empêcher de se chier dessus, là, c'est un plus gros problème que la NBA Cup pour les Timberwolves en ce moment. Les Nuggets sont 1 et 2. Tu sais, je pense qu'il y a un côté chaotique qui est le fun avec ce genre de tournoi-là. Et je me dis que si la LNH éventuellement veut imiter ce genre de choses-là, moi, j'embarque à 100%. Pendant ce temps, la NBA qui essaye de recopier la Ligue nationale, mais pour le match des étoiles, parce qu'on va y aller division par division un peu, chose qu'on voit depuis quelques années en circuit Batman. Et là, on terminerait un peu le règne association ou Team Giannis versus Team LeBron. Là, on irait division par division. Yann, comment tu vois ça, toi? C'est-tu vraiment quelque chose qui est viable? C'est-tu quelque chose qui peut sauver, entre guillemets, le match des étoiles qui mange un peu une volée ces 2 dernières années, là, surtout? Là. J'ai très, très hâte de voir. Félix, tu me demandais si j'étais Adam Silver, qu'est-ce que je ferais au niveau de la NBA Cup? Ben, si tu m'avais demandé la même chose l'an dernier, qu'est-ce que je ferais pour essayer de sauver le match des étoiles, comme Pop vient de le dire? Ça aurait été un changement drastique comme celui-là. Les petits ajustements ici et là n'ont pas porté fruit. On a essayé de retourner à la vieille formule Est contre Ouest qu'on avait évité pendant longtemps justement pour faire des capitaines. Là, c'est drastique. On parle de 24 joueurs divisés entre 3 équipes qui va de 8 plus une équipe de Rising Stars, c'est-à-dire les étoiles montantes, l'événement du vendredi soir où on a des joueurs soit recrues ou de deuxième année. Il va y avoir le gagnant de ce tournoi-là du vendredi soir qui va compétitionner dans le tournoi du dimanche soir, la soirée phare un peu de la fin de semaine des étoiles. Ça fait en sorte que là, tu as moins de temps à jouer, tu as moins de temps pour laisser ta marque. Tu vas avoir des petits matchs ici et là à 20 points, à 25 points. Je n'ai pas la formule exactement devant moi, mais si je ne me trompe pas, c'était ça. Ce qui fait en sorte que, bon, si tu veux avoir un impact, si tu veux que ton voyage jusqu'à la ville où le match des étoiles se tient en évalue la peine, tu ne veux pas juste être assis sur le banc à rien faire, tu t'es habillé pour rien, ben, il va falloir que tu joues. Il va falloir que tu essaies d'épater la foule d'une façon ou d'une autre. Puis, bon, dans des petits moments comme ça, dans des
des petits échantillons comme ça, j'aurais dit, j'ai l'impression que tu vas moins dépenser d'énergie, peut-être moins de peur, entre guillemets, de se blesser. Parce que c'est un peu ça la raison pourquoi on a des mauvais matchs des étoiles dans la NBA depuis des années. On ne se force pas, on ne veut pas se blesser, on ne veut pas trop mettre d'efforts de l'avant. Puis ils ont tout essayé. Ils ont même envoyé Larry Bird faire un speech dans les vestiaires l'an dernier à Indiana, leur disant, tu sais, moi, dans le temps, avec Magic, avec Jordan, là, les matchs des étoiles, c'était pris au sérieux, nanana. Puis après ça, les joueurs, ils ont fait la pire performance de ever. Ça, tu savais d'avance que ça allait être un grand succès en affaire de même. Ramener les boomers de l'NBA pour dire que dans mon temps, c'était tellement le fun, c'était tellement plus au sérieux. Moi, ça me rappelle, je pense, c'est Tyrese Haliburton qui s'est fait call-out par genre Barack Obama pour dire « Oh, quand vous prenez pas le match des étoiles au sérieux, c'est un affront à la Ligue. » J'ai fait « Hein? C'est donc même bizarre, ça, comme crossover, ça. » Sais-tu qu'est-ce qu'il lui a répondu, Tyrese Haliburton? Lui, ce qu'il a répondu, c'était « Mais moi, je suis un peu l'exemple des vétérans. Donc, si LeBron James y adhère, si LeBron James, Stephen Curry, les Kevin Durant, si ils répondent présent, si c'est quelque chose qui les intéresse, eux, après ça, les jeunes vont suivre. Mais c'est pas Anthony Edwards, c'est pas nécessairement Tyrese Haliburton qui vont apporter, apporter l'énergie sur le terrain là, dans ces genres d'événements-là. Il va falloir que ça parte des plus expérimentés. Puis après ça, les autres vont suivre. Ça reste à voir. On n'a pas tous les détails encore là, de ce processus-là, mais c'est certain que là, comme les gens ils vont être curieux de voir ça va ressembler à quoi, il va y avoir plus d'yeux là-dessus qu'il y en avait l'an dernier. Ça, il n'y a aucun doute, les gars. Mais moi, ce que je veux ajouter là-dessus, puis je me demande peut-être si c'est la solution à prendre de ce côté-là. Est-ce qu'on y va vraiment dans l'extrême pour sauver un peu le match des étoiles? Est-ce qu'on est rendu à enlever le fameux concours de dunk qui est un staple depuis 35 ans ou presque? On est toujours rendu là? Pour moi, c'est sacré. Pour moi, c'est sacré. Je ne l'enlèverai pas. Mais, tu sais, c'est un peu à l'image. Mais comment tu peux tweaker ça pour que tout le monde se rende ça intéressant? Ou que du moins les vrais meilleurs dunkers soient vraiment là? La réponse, elle est tellement simple. Des bons dunks, des bons dunkers. Laisse faire Jaylen Brown, là, puis arrange-toi pour avoir Anthony Edwards, arrange-toi pour avoir Ja Morant, arrange-toi pour avoir Zion Williamson, Jalen Green, Shaedon Sharpe. La liste est longue de dunkers spectaculaires dans l'NBA. Il n'y a pas de raison pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir un bon concours de dunk. Mais là, Jaylen Brown, c'est un bon, entre guillemets, on dit en anglais, in-game dunker. Il peut te faire des posters, mais ce n'est pas le between the legs 360. C'est pas un Vince Carter, là, on s'entend. Donc, selon moi, va chercher tes bons dunkers. Simple comme ça. Puis après ça, bon, il y en a quand même qui vont peut-être être insatisfaits, mais ça vient... le deuxième point de ma réponse, c'est que ça vient aussi de la préparation de ces gars-là. S'ils arrivent et ils ne se sont pas préparés, ils n'ont pas de dunk en tête déjà, ils vont le rater une fois, 2 fois, 3 fois, là, tu as perdu la foule. On s'entend? Ouais. Si tu l'as du premier coup, ton dunk, même si ce n'est pas un 10 sur 10, les juges, ils vont donner des 10. Moi, dernier point là-dessus, je vais vous laisser passer à autre chose après, là, mais un petit mini-rant là, sur les notes. C'est pas tous les maudits dunks qui valent des 10. On s'entend-tu qu'il y en a bien que c'est des 7, 8, OK? Ou même parfois, c'est des 6, 7, mais ils finissent toujours par être un 9 ou un 10. Ça donne pas des résultats qui sont représentatifs de ce qu'on a vu. Enlève-moi les Kenny Smith, là, les vieilles têtes là, de ce panel-là, puis mets des vrais dunkers de quoi qu'ils parlent. Mais moi, Jordan Kilgannon, ceux qui ne connaissent pas, on a un peu de misère avec le réseau Alliam en ce moment. Félix, voulais-tu ajouter un point là-dessus, justement? Est-ce que, un peu comme le concours de coup de circuit un peu au baseball, est-ce que le concours de dunk, c'est un peu trop sacré à ton goût pour qu'on puisse j'ai de la misère à voir un événement des étoiles sans ça, mais en même temps, on l'a déjà vu. Ça s'est déjà fait une petite trêve un peu du concours de dunk. C'était, je ne me trompe pas, c'est au début des années 90, je crois. On avait comme une petite pause.
C'est dans ce coin-là qu'on avait une petite trêve de ça. Mais c'est comme la deuxième fois qu'on a ce creux-là d'intérêt et tout pour le concours de dunk. Puis je pense que Liam amène un bon point quand il dit maintenant les gars ne veulent plus se pointer, puis surtout les 10, tu sais. Maintenant, on dirait que les juges essayent de tout monter en 10 pour comme dire aux gens, wow, c'est vraiment spectaculaire ce qui se passe ici. Même si on réalise aussi clairement que ce qu'on regarde, c'est n'importe quoi. Là. C'est des gars qui arrivent un peu de nulle part, c'est vraiment particulier. Je pense que c'est peut-être une solution, ça va prendre un changement de mentalité. Comment tu instaures ce changement de mentalité-là, c'est une bonne question. Mais je sais pas, je me demande comment tu peux aller chercher l'intérêt de ces gars-là. Parce qu'à un moment donné, oui, tu peux utiliser de l'argent comme motivation pour la NBA Cup. Peux-tu l'utiliser aussi pour le concours de dunk? À quel point, à un moment donné, les gars vont dire, OK, là, ça va me prendre autre chose. Là. C'est ce que je me demande. C'est ça. Il y a une limite, puis je me demande est-ce que tranquillement, pas vite, on va s'en approcher au point où les gars vont faire, tu sais quoi, j'ai déjà de l'argent de la NBA Cup, puis j'irai pas risquer de me blesser une autre fois pour un autre événement qui n'aide pas mon équipe à gagner concrètement. Fait que, je sais pas, c'est ça va être difficile. Puis peut-être que de leur mettre l'accent sur, en tout cas, si on est capable de redorer un peu l'image de ça va donner une belle visibilité, ça va aller chercher des games peut-être en commandite ou quoi que ce soit. Peut-être que ça, c'est une façon de le faire, vraiment insister sur cet aspect-là, mais si je suis Adam Silver demain matin, je me dis ça, c'est peut-être un beau problème. Ça, c'est peut-être un encore plus gros problème que la NBA Cup parce que ça marche pas toujours, cet incitatif-là de l'argent, puis c'est plus complexe, là, selon moi, pour aller chercher les meilleurs dunkers de la NBA. De là à dire que je mettrais fin au concours, je sais pas, parce que ça a quand même une valeur dans la NBA, dans le sens que tu penses à la fin de semaine des étoiles dans la NBA, mais tu penses pas au match des étoiles, tu penses au concours de dunk. C'est le premier truc auquel tu penses, puis le premier truc auquel pas mal tout le monde pense. Moi, j'ai grandi avec Zach LaVine et Aaron Gordon. Là, ça, c'était des vrais concours de dunk dans ce temps-là. Puis là, maintenant, tu sors... Obi Toppin. Obi Toppin qui était. Ça, c'était n'importe quoi. Là. Ouais, Obi Toppin. No-name. Pas que c'est un no-name, Obi Toppin, mais c'est pas les no-names qu'on veut voir. Là. Ouais. Tandis que c'est plate parce que c'est eux qui vont être attirés par les incitatifs financiers. Ceux qui ont des moins gros salaires. Mac McClung en J-League, il ne dira pas non à 100 000 $ de plus. Non, vraiment pas. Puis c'est surtout s'il ramène des rivalités entre les gars. Tu sais, il y a eu Levine Gordon, ça avait vraiment donné un petit peu de motivation aux deux gars pour élever leur jeu un peu. Tu sais, mais Anthony Edwards puis John Morant en rivalité. Tu trouves quelque chose, mais ces deux gars-là, dis viens battre l'autre. Tu sais, viens montrer que tu es meilleur que l'autre. Puis pique-le dans son orgueil un peu. Peut-être que ça, c'est une façon de mettre un peu de piquant dans ce concours-là, de dire que tu sais, s'il y en a un, mettons que Morant décide de participer, Edwards va voir ça et va dire, tu sais quoi, je veux pas que Morant ait un stage que moi j'ai pas. Fait qu'il va y aller aussi, puis les deux vont donner un show, puis c'est peut-être miser un peu sur les rivalités. Tu sais, la NBA est bonne quand même pour faire du bon marketing de ses joueurs, de ses équipes, puis de ces rivalités-là. Faites-le pour le concours de dunk. C'est ça qui est important. Mais donner un incitatif aux gars, puis si les financiers sont pas là, donner la rivalité, les gars sont tellement compétitifs dans la NBA. On le sait, les gars sont hyper compétitifs. Mise là-dessus, puis je pense que c'est une super bonne façon de redorer un peu l'image de ce concours. Les boys, s'ils le prennent au sérieux, ça revient à mon point tout à l'heure. Je finis là-dessus vite fait. Là. S'ils le prennent au sérieux, les meilleurs joueurs de la NBA prennent ça au sérieux, ça donne l'exemple, les autres vont suivre. Fait que pour que le fan prenne ça au sérieux, il faut que le joueur prenne ça au sérieux. Les gars, vous êtes des impersonations d'Adam Silver. C'est vraiment beau de vous voir aller. Écoute, je vais vous demander d'être Adam Silver pour une dernière fois dans ce bloc basketball parce que si vous êtes Adam Silver, vous faites quoi de Shams Charania qui sort la nouvelle comme quoi les Sixers font un team meeting après un match contre le Heat de Miami puis qu'apparemment Joel Embiid se fait, disons, challenger un peu par ses propres coéquipiers. C'est particulier, man. Je sais pas de quoi penser de tout ça. Puis Liam, je sais pas, je vais t'entendre un peu là-dessus aussi. J'ai l'impression que ça démontre qu'à Philadelphie en ce moment, c'est peut-être encore moins beau que ce qu'on pense. Puis tu sais, il y a quelqu'un, visiblement, il y a des fuites qui viennent du vestiaire. Ça, c'est inquiétant. Puis là, qui est la source de c'est qui fait ces fuites-là? Là, il va falloir trouver le problème à l'interne à Philadelphie parce que mon Dieu que ça devient un problème. Adam Silver doit se dire qu'au moins ça fait parler les gens, ça attire de l'intérêt pour sa ligue, fait que tant mieux, mais
pour Philadelphie, ça marche pas. C'est déjà une saison qui n'est pas facile comme ça à Philadelphie, où est-ce que tu as des blessés, Paul George puis il a été blessé, fait que ça n'a pas eu le temps vraiment de lever autant qu'on aurait voulu avec Joel Embiid pour le moment. Puis toi, Liam, je veux savoir, mettons, Adam Silver, mais mettons que tu es à la tête des 76ers, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour régler ça? Parce que clairement, ça n'a pas l'air de marcher en ce moment là à Philadelphie. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, je vois que les 76ers ils ont un Big Three extraordinaire. Puis quand je dis Big Three, je parle de leurs 3 victoires en 15 matchs. Bon, ouf. Mais c'est difficile, à mettre le doigt exactement sur le problème outre Joel Embiid parce que tu as eu des blessures, oui, mais après ça, le reste de l'équipage n'a pas l'air d'être très investi. Tu te demandes si Nick Nurse a perdu les vestiaires. Tu te demandes si c'est Joel qui est toxique dans ces vestiaires-là. Quand tu as un body language comme lui, okay, son langage corporel sur le terrain comme à l'extérieur, tellement négatif. Il est arrivé à son premier match de la saison, après avoir raté les premiers. Il n'avait pas du tout l'air investi dans ce qu'il faisait. Ses mouvements étaient lents, c'était laborieux, autant en attaque qu'en défense. On n'aime pas trop ce qu'il fait au niveau d'essayer d'attirer des fautes. C'est pas du basketball qui est très beau à voir en ce moment, de la part de Joel Embiid. Un joueur que j'aime bien et qui a été son MVP, je crois, en 2023. Mais après ça, c'est quoi la suite? Parce que là, tu es revenu au jeu puis tu étais censé être en pleine santé. Il y avait toute une entre-saison là, pour réhabiliter tout ça. Aux dernières nouvelles, c'est tombé ce dimanche, genou enflé. Là. Donc, on ne le reverra pas. Au moment où on se parle, il était censé jouer. N'est pas de la partie. Ne rejouera peut-être pas avant une autre couple de jours. Ça regarde très, très mal de son côté. Puis je crois que c'est le problème numéro 1, c'est lui. Mais après ça, c'est dur à dire parce que Paul George, il n'a pas été parfait lorsqu'il a joué, mais 2 hyperextensions au même genou, tu ne peux pas prédire ça. Là. C'est de la malchance aussi à certains niveaux. Ce qui fait en sorte qu'on en arrive où on en est maintenant et on se demande, bon, comment tu remontes la pente? Oui, ils sont peut-être seulement à une différence de quoi? Si je ne me trompe pas, là, une différence de seulement 4 matchs d'une place hypothétique en série. OK, oui. Mais tout peut encore changer, c'est vrai. Mais tu peux aussi... Ça peut aussi être l'inverse complètement. Puis les autres équipes qui sont devant toi, qui, eux, sont en santé majoritairement, continuent à gagner des matchs. Jamais qu'on se serait attendu à ce que les Raptors soient devant eux dans le classement. Donc ça explique en grande partie pourquoi ça va aussi mal chez les 76ers. Puis le meeting dont tu parlais, Pop, le meeting qu'ils ont eu entre joueurs, là, qui vous pensez qui a fait fuiter l'information aux médias? Ah, ça c'est la grande question. Écoute, pour que ce soit le plus chaotique possible, moi je prends toujours le chaos dans ce genre de choses-là. Moi je dis fuck it. C'est Joel Embiid lui-même qui a fuité. Pourquoi pas? Rendu là. Ah, ce serait malade, puis ouais, c'est fou. Ouais, ça se peut, man. Le seul point positif à date, là, le seul silver lining qu'on peut établir du côté des 76ers s'appelle Jared McCain, repêché au premier tour, mais juste à l'extérieur de la loterie. Un peu, c'est un peu, comment je pourrais le décrire? Si High School Musical était devenu un joueur de la NBA, là, OK? C'est un TikToker en premier et un basketteur en deuxième. Mais en tant que guard, on peut... Selon moi, on peut le placer aux côtés de Tyrese Maxey dans le backcourt des Sixers. Très bon tireur à 3 points jusqu'à présent. Un gars qui se déplace sans le ballon un peu à la Stephen Curry, mais qui a aussi une bonne vision. En ce moment, c'est peut-être le meilleur passeur chez les Sixers en tant que recrue. Présentement, mènerait la course au titre de recrue de l'année parce qu'il y a eu plusieurs matchs à 20 points consécutifs. C'est celui qui a le plus de matchs à 30 points jusqu'à présent dans cette cuvée-là cette saison. Alors, le seul point positif qu'on peut établir de leur côté, c'est au final probablement lui qui a fait fuiter l'info. Mais il faut toujours se méfier
du gars que tu penseras jamais que c'est lui qui va fuiter. Tu sais, le gars, il arrive dans la ligue, premier mois de la saison, ça va bien. Hey, sais-tu quoi, mes coéquipiers sont en train de s'engueuler en ce moment dans le vestiaire. Puis, tu sais, Shams Charania d'ESPN, ça fait encore bizarre de dire ça, de dire Shams Charania d'ESPN, pour moi, ça ne marche pas encore pour l'instant, qui rapporte qu'apparemment Tyrese Maxey aurait challengé Joel Embiid pour lui dire t'arrives toujours en retard aux activités de l'équipe, genre sois meilleur, donne l'exemple. Kyle Lowry qui apparemment aurait été celui qui call le meeting un peu de ça. Mais malgré tout ça, moi, pour la triple ménage, j'impose en fait une règle. En fait, moi, je lance l'invitation que Jared McCain, son surnom pour le reste de sa carrière, ça soit Deep Delicious. Deep Delicious, c'est malade. Deep Delicious, ceux qui savent, mais tu sais, le gars, il est capable de tirer à 3 points de même, tirer bien deep de la ligne de 3 points. Le gars s'appelle Deep Delicious. Fuck it. Moi, j'appelle ça de même, ça finit direct là. Ah ouais. Ah, mais j'en ai un autre à proposer, mais il n'est pas aussi bon que le tien, par exemple. Vas-y. Il est allé à Duke comme Kyrie Irving. Il a un bon handle, un peu comme Kyrie Irving, mais il a des cuisses de mastodonte. Kyrie Irving. Nice, oui. Moi, j'aime ça aussi. Puis, écoute, Yam, Kyrie Irving est allé à High School Musical, par exemple. Ouais, non, quand même pas. Mais écoute, Yam, avant, on parle de Jared McCain, puis une dernière question pour toi. Si tu vois, mettons, Jared McCain poursuivre sa grosse saison, OK, finir possiblement recrue de l'année, ou en tout cas avoir une énorme saison recrue, puis Joel Embiid, ça continue de pas lever, ça continue d'être difficile et tout, puis blessé ou quoi que ce soit, on sent qu'il veut quitter Philadelphie. Est-ce que tu échanges Joel Embiid et tu donnes les clés de cette équipe-là à Jared McCain? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu penses que ce qui pourrait se faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu considérerais faire? Puis est-ce que tu penses que Jared McCain est capable d'être, c'est une option numéro 1, mais tu sais, avec des Maxey et des Paul George qui sont là quand même, est-ce que ce serait possible de se départir de Joel Embiid qui, ben, visiblement, est en train de devenir un problème à Philadelphie si on considère que Jared McCain est capable de prendre cette place-là, en guillemets, d'un des gros morceaux du Big Tree à Philadelphie? C'est tellement un scénario improbable. J'ai entendu un peu la même chose du côté des Bucks, où il y en a qui appellent à un échange de Giannis Antetokounmpo. Ça n'arrivera pas. Joel Embiid, c'est un centre transcendant lorsqu'il est capable de jouer, puis lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Pour répondre à ta question, mettons que ça arrivait, OK? Ce ne serait pas nécessairement à Jared McCain à qui je donnerais les clés. Oui, il y a eu un bon début de saison, mais il faut mettre un peu les freins là-dessus. On est à 20% de la saison à peine. Tyrese Maxey est un bien meilleur joueur All-Star, risque de faire des équipes All-NBA aussi dans sa carrière. Il n'est vraiment pas à sous-estimer, Tyrese Maxey. Je serais bien heureux de l'avoir comme joueur de concession. Là, si j'étais une jeune équipe en reconstruction, par exemple, je serais bien heureux de l'avoir. Mais là, on essaie que tout fonctionne ensemble cette année. Puis c'est possible. On essaie que tout fonctionne ensemble l'an prochain. C'est possible. Paul George, il y en a encore dans le réservoir. Mais comment est-ce que tu veux rattraper l'écart en ce moment que tu as entre le sommet de la conférence où il y a les Cavaliers de Cleveland qui ont seulement une défaite? Comment tu penses pouvoir rivaliser avec des équipes comme celle-là en saison régulière quand tu as un début aussi mauvais? C'est exécrable. C'est comme quand tu es dans un match, là, par exemple, au 4e quart où il reste seulement quelques minutes, puis là, contre les possessions, on a peut-être un 12 points de différence, mais si on réussit un 3 points, on a un stop l'autre bord défensif, puis on en a réussi un autre, puis un autre stop. À un moment donné, tu ne peux pas aligner autant de stops défensifs puis autant de tirs à 3 points de suite. C'est possible, hein, si tout va bien. On l'a déjà vu, mais c'est pas Mais de toute façon, pour apporter juste une précision à ce que Félix disait, Joel Embiid ne peut pas être échangé jusqu'au 20 mars 2025. Fait que déjà pour cette saison-là, on peut déjà. Il y a une restriction dans son contrat. L'été prochain. L'été prochain, là, Giannis Antetokounmpo contre Joel Embiid 1 contre 1. Ah oui, on a des problèmes chacun de notre bord. On a des problèmes. Écoute, on flippe les problèmes à bord puis de l'autre. Arrangez-vous. Je fais juste dire que Joel Embiid prend 36,5% de la masse salariale d'une équipe de l'NBA à lui tout seul.
Hey, à il prend 51 millions. le core 4 des Maple Leafs, là, ben c'est à peu près ça qu'ils prennent sur la masse salariale. Ça, c'est un joueur pour les 76ers. Ouais, mais tu sais, faut quand même prendre en compte aussi qu'une équipe de la NBA, c'est 15-16 joueurs. Oui, mais quand même. Écoute, les boys, on va conclure le bloc basket un peu. On va transporter ailleurs pour la suite de l'épisode. Liam, merci beaucoup d'être encore passé, de venir jaser de basket avec nous. Puis, on envoie la vidéo de ce soir au comité exécutif de l'NBA pour ton futur poste en tant que commissaire et remplaçant Adam Silver quand tu prendras sa retraite. Fait que compte-nous là-dessus. On a hâte de le voir t'apporter des nouvelles idées. On disait tantôt que tu avais encore des petits projets basket déjà ici et là, un peu après Aléo ton 160. On sait qu'on peut t'en retrouver. Qu'est-ce que tu deviens un peu dans le média numérique basketball québécois? Je sens que c'est super niché quand tu dis ça de même, mais on se trouve présentement, là. Ah ben, si on m'appelle puis on me dit « Veux-tu parler de basket? » Je réponds oui avant qu'on m'appelle. OK? Donc, on va mettre ça au clair. Je fais un peu de tout, ça veut dire. Il y a le podcast Planète Basket avec Maxime Paypocket où, justement, Emilio est un participant, lui également, un collaborateur. J'aime beaucoup collaborer avec Max. Il y a vraiment un beau projet là-bas. Là, puis c'est de toute beauté ce qui fait une passion qu'on ressent. Donc, c'est sûr que je le conseille. Après ça, s'il y en a à Alma, ça se peut que vous me voyez à la télé, à Alma, parler de basket. Puis sinon, tu sais, un peu partout ici et là. Adam, M. Silver, je vais vous envoyer mon lien LinkedIn. Puis, ben, merci de l'invitation. Je vais aller à mon party de Noël, moi aussi, du mois de novembre. Là. Écoute, on s'en parle de ça, puis on salue Maxime aussi à la gang de Planète Basket qui nous suit aussi, c'est des auditeurs du podcast. On vous voit, merci de nous suivre aussi là-dessus. Yann, merci encore, puis on attend aussi ta sélection SAQ 2025 de ta part aussi pour les parties de Noël, effectivement. Oh. Merci, on semble avoir perdu. Ciao, Yann, passe une bonne soirée. Félix, on est de retour à deux, la double menace. À moins que Mio ait déjà commencé son épisode solo en disant que son parfait job, chose qu'on ne fait pas de ce côté-là. Mais au moins, je me dis, aujourd'hui, on n'a pas le party de Noël, ce qui fait en sorte qu'on a pu écouter la NFL cette semaine. Et là, attends, la semaine passée, c'était du cinéma. Pour vrai, on pouvait s'entendre pour dire que c'était la meilleure semaine de la saison jusqu'à maintenant dans la NFL. Félix, veux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé dans les games de 11 heures? Parce que autant que c'était du cinéma l'année passée, je pense que tout le monde est déjà fucking drunk du Thanksgiving américain qui s'en vient ce jeudi. Ça avait aucun les games de 1 heure, man, ça avait aucun sens. C'était la game Dallas-Washington, man. Juste, on va prendre 2 petites secondes pour Dallas-Washington parce que je pense qu'elle mérite 2-3 secondes. Cette fin de match-là était complètement folle. De Dallas qui a une avance, implose pour laisser Washington revenir. Terry McLaurin qui marque un toucher d'à peu près 75 verges. Puis là, tu dis, wow, OK, Dallas va vraiment échapper à la game. Non, parce que le botteur qui vient de revenir de blessure, Austin Seabird, qui est un des meilleurs botteurs de la Ligue cette année, manque son point d'après-toucher, manque sa conversion. Fait que les Commanders sont obligés d'y aller pour un botté court. Et les Cowboys reprennent le ballon. Et au lieu de juste se mettre à terre et de closer le match, parce que ben, ça aurait été la chose à faire, tu aurais absolument gagné, les Commanders n'avaient plus de temps d'arrêt, ils décident de le retourner pour un toucher, parce que pourquoi les pas? Stats, pour les stats. Parce que pourquoi pas? Fait que là, Washington reprend le ballon. Il restait pas beaucoup de temps. Ça n'a pas changé grand-chose au final. Un petit jeu pour s'approcher, puis une bombe qui finalement a été interceptée par les Cowboys. Donc, on a évité des dégâts, mais man, juste couche-toi par terre. Couche-toi par terre. Puis tu vois, on parle de botté court. OK, Washington a manqué leur coup. Pendant ce temps-là, à Chicago, une semaine après avoir perdu un match sur un botté bloqué, les Bears, qui se font bloquer un autre botté en début de match, font un botté court en fin de match parce qu'ils réussissent une remontée assez improbable pour se ramener à 3 points, réussissent leur botté court parce qu'ils dévient sur le pied d'un joueur des Vikings, prennent le ballon, marquent un placement, on s'en va en prolongation, puis finalement les Vikings qui finissent par l'emporter, mais ces fins de match-là étaient complètement folles, et ben, il y en a une autre aussi.
celle où les Titans ont fini par battre les Texans. Ce match-là n'avait aucun maudit bon sens. Chaque fois que tu dis, OK, là, c'est bon, cette équipe-là vient de prendre le momentum, bam, ça repart de l'autre bord, puis tu as un revirement. Les dernières 2 minutes en première demi, je pense qu'il y a eu 5 changements de possession, ce qui n'est pas supposé arriver en dedans de 2 minutes. C'était complètement fou, ces matchs-là à 1 heure. Puis à 4 heures, on a eu des matchs qui étaient assez plates. C'est un petit peu d'intérêt pour Arizona-Seattle, un petit peu d'intérêt pour les Raiders contre les Broncos. Les Packers contre les 49ers, ça a été une vers-là. Puis je l'ai dit la semaine passée, je le répète, les 49ers ne seront pas des séries. Là, tu vois, on va me sortir, ouais, mais Purdy n'était pas là, ouais, mais Bosa n'était pas là. Il y a tout le temps quelqu'un qui n'est pas là. OK? Il y a tout le temps quelqu'un qui n'est pas là. C'est pour ça me fait penser, je pense que j'ai vu une stat qui était sur justement le réseau américain qui diffusait 49ers Packers. Je pense qu'il disait que je pense que c'était comme à 50% des chances que les 49ers gagnent ce match-là. Puis avec une défaite, les chances descendaient à genre 15% de faire les séries. Ouais, de faire les séries, ouais. Mais tu n'as même pas parlé de ce que moi je considère le jeu de cette journée-là. Javonte Turpin. Oui, sérieux, ça aussi. Oui. Reçoit un botté de dégagement, échappe le ballon, reprend la ligne de 1. Le gars fait un 360 alors qu'il y a genre personne autour de lui, genre 4 pieds autour de lui. C'est un des plus beaux. Je m'excuse, mais c'est un des plus beaux spins que j'ai vu de toute ma vie. Oui, mais mon Dieu. J'étais genre, il n'y a personne, genre 3 pieds au-dessus de lui. Pourquoi tu pèses rond comme sur Madden 2005? Madden 2025, c'est le même bouton. Hein. Tu vois qu'après 2005, j'ai arrêté de jouer à Madden complètement. Puis, juste pour dire, tu sais, Washington ont manqué deux bottées pour 1 point après un touché. On a manqué un placement du côté des Commanders. On a manqué 2 placements pour Brandon. Pour vrai, OK, je vais pas... OK, oui, je vais le dire parce que je suis complètement fou de même. Je pense que c'est le pire match de l'histoire de la NFL en termes d'unité spéciale que j'ai vu de toute ma vie. La NFL, au-delà des 100 ans de la NFL, je pense que j'ai jamais vu des special units être aussi mauvais durant le match. Et pourtant, j'ai déjà vu les Chargers de San Diego jouer. Ben, c'était des 2 bords, c'était horrible des 2 bords. Les 2 botteurs manquaient des bottées comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis c'est 2 des super bons botteurs cette année. Le Brendan Aubrey, on le connaît, peut probablement réussir des bottées de 75 verges dans une bonne journée. Puis t'as Austin Seabird qui a tellement une bonne année, il est efficace, il est super efficace, il fait plein de points à chaque match. Puis là, les 2, ça marchait pas en tout. Les kicks se faisaient retourner d'un bord puis de l'autre. C'est pas parce qu'ils vantaient des hauts ou que c'était vraiment dégueulasse comme météo, là. Je sais pas comment expliquer ce match-là pour les unités spéciales. Tu sais, t'as un botté de dégagement bloqué aussi à un moment donné. C'était le chaos total. Puis c'est drôle parce que tu regardais comme les 3 premiers quarts, c'était genre 19 après 3 quarts. Puis le dernier quart, c'est genre 24-17 les points marqués de chaque bord. C'est devenu un shootout offensif au 4e quart pour aucune raison, parce que d'un côté, tu as Jalen Daniels qui est clairement incommodé par une blessure aux côtes. De l'autre, tu as Cooper Rush qui a eu une super bonne fin de game. C'est complètement fou. 247 verges, 2 touchés, 0 interception. Ouais, ben c'est beaucoup arrivé. C'est beaucoup arrivé au 4e quart. Sur ça, je le dis, mais oui, c'est vrai que c'est. Ouais, c'était weird. C'est complètement weird comme match. Puis ça suit une semaine où, ce que jeudi, il y a eu le premier snow game de l'année dans la NFL. J'adore les matchs de neige. Attends, c'est pas juste un match dans la neige. C'est un match dans la neige avec 2 équipes du nord de l'AFC. On sait ce qu'on fait. Et l'une de ces 2 équipes du nord de l'AFC avait Jameis Winston comme corps arrière partant. Ce match-là était parfait. C'était sûr. C'est fou, man. C'est fou. Puis George Pickens qui finit à pas faire du UFC avec un cornerback des Browns aussi en fin de match, là. Oh, mon Dieu. Et Mio qui n'est pas là pour parler de ça. Puis le pire, c'est on le savait. La semaine passée, grosse victoire émotive contre les Ravens. Arrive contre les Browns. OK, oui, il y a peut-être la météo qui a joué un peu dans le facteur de tout ça. Mais tu disais, tu regardais ça, c'était genre, les Steelers s'en vont sur la route à Cleveland quand arrivent à la division, genre 4 jours plus tard, c'est clair qu'ils vont aller perdre ce match-là. Comme de fait. Oh my God. En tout cas, dans ce qui continue pour la mort, les taxes et les
Lions de Détroit qui continuent d'engranger un différentiel incroyable sur le terrain. Je veux juste quand même faire un gros shout-out aux Panthers de la Caroline. Panthers de la Caroline qui sont arrivés avec 2 victoires consécutives et passent à un placement en fin de match des Chiefs à la toute fin de la rencontre d'envoyer les Chiefs en prolongation. Et les Chiefs, même s'ils ont perdu la semaine passée contre Buffalo, enfin, comme diront plusieurs, continuent de montrer qu'on gagne, mais il y a le petit drapeau rouge qui a fait ça en son. Et ce que je trouvais ça étonnant, c'est que la défense, qui a été le gros pilier des Chiefs durant toute cette saison-là, semblait vraiment la grosse faiblesse dans ce match-là. Pour vrai, je ne sais pas combien exactement, mais je pense que sur à peu près toute leur possession que les Panthers ont été, je pense qu'il y a au moins le 3/4 qui s'est ramassé en dedans de la ligne de main des Chiefs. C'était justement incroyable. Et les Titans du Tennessee, bien sûr, qui réussissent à les battre les Texans de Houston, que je commence à trouver que c'est en fraud territory, mais bon, ça c'est une autre affaire. On en jasera un peu. Mais là, aujourd'hui, la journée de dimanche et le match de lundi entre les... en fait, le Harbaugh Ball, c'est vrai, j'avais oublié que lundi, c'est le Harbaugh Ball entre les frères Jim et John Harbaugh, donc les Chargers et les Ravens lundi soir. Cette semaine, c'est la semaine 12. Semaine 12 dans la NFL, ça veut dire qu'on est officiellement aux 2 de la saison de fête. Et là, on regarde un peu. Il y a des courses aux séries éliminatoires qui se forment. L'année passée, à même date de l'année, il y a plusieurs équipes qui n'étaient pas dans le portrait à ce temps-ci de l'année passée qui se sont qualifiées. J'ai hâte de voir, mais j'ai envie qu'on regarde un peu qu'est-ce qu'on surveille pour les prochaines semaines. Là, il reste 6 semaines d'activité, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 semaines d'activité, Math 4, 36, les jeunes. Félix, tu surveilles quoi? Parce que moi, j'ai envie de dire, il y a une affaire que j'espère avoir de l'espoir, mais il y a aussi de quoi qui m'inquiète aussi dans la NFL. Mais Félix, je veux t'entendre parler en premier. Dans la catégorie espoir, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu espères avoir d'ici la fin de la saison, que le Père Noël te donne en tant que partisan de la NFL la semaine, à part un Super Bowl pour les Titans? Non. Ça, c'est non. Écoute, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais pas complètement non plus. Ce que j'espère voir d'ici la fin de la saison... non, quand même pas. Je vais prêcher pour 2 jeunes carrières que plusieurs considéraient comme étant un peu morts et enterrés il n'y a pas si longtemps que ça et qui, depuis quelques semaines, jouent du maudit gros football. Bryce Young et Will Levis. Ces 2 gars-là, qui du repêchage 2023, on disait « Ah, CJ Stroud est tellement le meilleur de toute cette cuvée-là, même pas proche des 3 autres, les 3 autres sont mauvais. » Ben, je m'excuse, là, mais en ce moment, Bryce Young joue du football tellement solide en Caroline. Puis Will Levis est rendu à 3 excellents matchs de suite depuis son retour de blessure. Pour moi, ces 2-là, je trouve ça extrêmement impressionnant ce qu'on fait en ce moment du côté du Tennessee, du côté de la Caroline. J'espère vraiment qu'on va voir ces gars-là finir leur saison en force parce que, ben, honnêtement, pour ces 2 jeunes corps-là, ce serait cool. Et pour les équipes aussi, surtout les Panthers, je pense qu'on a tellement payé le gros prix on a payé le gros prix pour Bryce Young. Ben, honnêtement, je leur souhaite que Bryce Young finisse par devenir le carrière de franchise qu'on espérait repêcher au premier rang. De là à dire que ces 2 gars-là sont clairement des carrières de franchise après les 3-4 dernières semaines, je pense que c'est peut-être un peu exagéré parce que c'est quand même un mince échantillon, mais de plus en plus, ces gars-là alignent des bonnes performances. Puis, ben, pour moi, c'est très, très rassurant. Comme je t'ai dit, je ne suis pas en train de dire que si les Titans se ramassent avec un choix top 5 puis que le carrière qu'ils veulent est disponible, il ne faut pas le prendre parce qu'on a un carrière de franchise dans Will Levis. Ce que je suis en train de dire, par exemple, c'est que, ben, tu sais quoi, il reste 6 matchs à la saison. C'est une audition de 6 matchs pour ces 2 gars-là. Puis ben, j'espère que ces 6 derniers matchs-là vont ressembler aux 3 matchs précédents parce que c'est vraiment solide ce qui se passe là. Puis je vais en ajouter un autre jeune corps que je n'ai pas toujours apprécié comme carrière de la NFL et qui vraiment fait du super bon travail. Bo Nix et joue du maudit beau football depuis un petit bout. Pendant 9 à 10 semaines, c'était OK, Jalen Daniels, ça va être lui le recrue de l'année. On peut déjà commencer à écrire son nom sur le trophée. Ben, je m'excuse, mais en ce moment, là, je pense que mon vote ira à Bo Nix. Un carrière que j'ai vraiment pas toujours apprécié le profil. Je ne suis pas un grand fan de l'attaque des Broncos, mais Bo Nix fait du super bon travail avec cette attaque-là. Et en ce moment, pour moi, c'est le meilleur
C'est la recrue de l'année. J'aime quand même mieux Drake May, mais il a manqué une couple de semaines. Fait que je ne sais pas si c'est ma recrue de l'année pour autant, mais en ce moment, Bo Nix, ce serait ma recrue de l'année. Puis je pense que de plus en plus, on aligne les bonnes performances dans son cas aussi, avec une attaque qui n'est pas nécessairement extrêmement solide. C'est pas comme s'il y avait des A.J. Brown ou des gros receveurs, des Justin Jefferson. On le fait avec un groupe de receveurs qui est assez modeste, un groupe de porteurs de ballon qui est assez modeste, mais mon Dieu que c'est efficace, puis tant mieux pour les Broncos, parce que si après le désastre Russell Wilson, on en fait un carrière qui fonctionne en Bo Nix, ce serait une maudite belle histoire pour cette organisation-là. Je suis content que tu parles de Bo Nix parce que moi aussi, je commençais à dire, puis je commençais à me dire dans ma tête, genre, c'est-tu un take de dire que Bo Nix pourrait gagner recrue de l'année offensive dans la NFL? Puis tu vois, je pense qu'on est en train de prouver que, un, c'est un débat qui est possible, et deux, que c'est une réelle possibilité que ça arrive. Mais moi, ce que j'aime du côté de Bo Nix, ça, le panel d'analystes de descripteurs RDS, que ce soit les David Arsenault, Pierre Varcheval, Bruno Eppel, Mathieu Pau, etc., mentionne beaucoup ce genre de terme-là, le football complémentaire. Tu sais, les Broncos de Denver ont une identité. On sait qu'on ne gagnera pas des matchs en faisant 50 points. Tu sais, on n'aura pas besoin de faire 50 points pour gagner des matchs. La défense est notre plus gros atout. Et Bo Nix et l'attaque, malgré le fait que, oui, on n'a pas de receveur étoile, entre guillemets, mais respect quand même à Cordell Sutton pour ce qui a accompli. Oui. Mais on réussit à faire ce qu'on a à faire. C'est ce d'après moi, les trois unités sont en bonne symbiose pour l'instant. Et du côté des Panthers de la Caroline, moi, je pense que Dave Canales, l'effet commence vraiment à se faire du côté de Bryce Young. C'est pas encore parfait, mais tu sens que le gars, malgré le fait qu'il y ait une saison et demie derrière la cravate, Bryce Young commence déjà à être plus mature comme corps arrière. Tu sais, des erreurs qu'il faisait, de forcer des jeux, on a commencé à voir moins ça un peu. Puis déjà, c'est un bon premier pas pour une progression dans la NFL. Et Will Levis, moi, je fais juste te dire, est-ce que c'est le Will Levis qu'on aurait dû voir au début de la saison? Moi, je pense que la question, c'est peut-être d'y répondre après ce qu'on avait vu l'année passée. Je pense aussi. OK, mais à cette heure, qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce qu'il y a une équipe, est-ce qu'il y a un joueur qui te dit eux autres, moins sûr pour les 6 derniers matchs. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, puis qu'il y a quelque chose peut-être qui a travaillé d'ici là. Il y en a une que tu as brièvement évoquée tantôt qui m'inquiétait déjà un petit peu et qui là m'inquiète extrêmement depuis les dernières heures, les Texans de Houston. Les Texans qui, avant le début de l'année... Est-ce qu'on rentre en fraud territory? Est-ce qu'on sort le mot en F? Je suis pas prêt à le dire tout de suite, mais possiblement, parce que les Texans, on a beaucoup vanté CJ Stroud, puis Joe Mixon connaît une belle saison, une très très belle saison, puis cette défense-là est tellement solide, mais là, cette défense solide-là a complètement implosé contre Will Levis, et écoute, Will Levis, j'aime le gars, je pense que c'est peut-être rendu un peu sous-estimé même, Will Levis ne mènera pas son équipe en série cette saison. Ça va être quoi si, contre Will Levis, on accorde 30 points? Ça va être quoi quand tu vas affronter des Lamar Jackson, des Josh Allen, des Joe Burrow fera peut-être pas les séries, là, mais quand tu vas affronter ces grosses attaques-là en série, ça va être quoi? Tu vas accorder combien de points? Puis surtout, est-ce que ton attaque va être capable de répondre? Tu sais, pendant une couple de semaines, ça s'expliquait un peu par OK, Nico Collins n'est pas là, puis Nico Collins qui était le receveur numéro 1 de cette attaque-là. Là, Nico Collins est là. Stephon Diggs est parti, mais pour moi, ça a toujours été Nico Collins 1, puis Tank Dell est un numéro 2 correct. Là, je ne suis pas le plus grand fan du gars, mais c'est sûr qu'évidemment, si Stephon Diggs était là, ça aiderait. Mais Stephon Diggs n'est pas là, fini pour l'année. L'affaire, c'est qu'on serait confortant en se disant, ben, tu sais quoi, Nico Collins va revenir, c'est la cible préférée de CJ Stroud, puis ça devrait régler une bonne partie des problèmes. Ça n'a pas réglé une grande partie du problème en ce moment. Puis peut-être que les Texans vont gagner cette division-là un peu par défaut, parce que les Colts ne connaissent pas une grande saison. Écoute, as-tu confiance qu'Anthony Richardson peut amener une équipe en série? Tu sais, Liam disait tantôt qu'avec beaucoup de si, on peut faire beaucoup de choses dans la vie. Écoute, si les Colts gagnaient contre les Lions aujourd'hui, on est on est un match derrière les Texans, là.
Ouais, j'ai pas confiance qu'Anthony Richardson peut amener une équipe en série en ce moment. C'est ça le problème que j'ai avec cette équipe-là. Puis j'ai beaucoup plus confiance. Tu sais, je pense que les Texans vont survivre, se rendre en série. Ce que je me demande, par exemple, c'est que la grande saison qu'on leur prévoyait avant le début de l'année, je me demande si on va peut-être rentrer en série ses fesses. Puis, on est chanceux que les Titans et les Jaguars soient presque déjà éliminés. Puis que les Colts soient une équipe qui se cherche pas à peu près en ce moment. Parce que, sérieusement, Houston, c'est pas une équipe qui inspire beaucoup confiance en ce moment. De là à dire que je ne vais pas faire les séries, non. Mais je pense que c'est peut-être une équipe que tu dis ça, puis tu regardes ça, tu dis, c'est peut-être en anglais, il y a l'expression un one and done. Là, tu joues un match, tu es éliminé. Ben, je pense que c'est peut-être ça qui attend les Texans pour cette équipe-là n'est pas excellente en ce moment. Puis peut-être que ça va se replacer éventuellement, mais c'est pas. On avait des bien plus grandes attentes pour les Texans que ce qu'on nous montre sur le terrain en ce moment. Pour une équipe qui, ben, généralement, est quand même en santé en ce moment. Ces gros éléments, ben, ils sont là. Fait que ça va en prendre plus des Texans éventuellement parce qu'une défaite contre les Titans comme ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour une équipe qui veut être une équipe aspirante dans la AFC. Ça ne fonctionne pas pour les Texans. C'est une équipe qui a fait des pas de géants l'année passée. Tu sais, les Texans de Houston, ça n'a pas été... Tu sais, on ne parle pas d'une équipe qui a un grand historique de victoire. Et là, l'année passée, les pas de géants qu'ils ont fait, c'est le fun. C'est parce que personne ne les attendait là. Je l'ai dit, je l'ai répété une centaine de fois sur ce podcast-là. Quand les attentes vont être là lors de la deuxième saison, là, ça va être différent. Et là, je fais juste regarder Producer Ali au loin qui avait prédit 14 victoires pour les Texans. Tu sais, il y avait du hype, je comprends, mais il fallait juste prendre un peu de pouls parce que c'est pas linéaire une progression. Tu sais, il peut arriver qu'une saison plus difficile peut arriver de ce côté-là. Moi, c'est sûr ce que moi, je vais surveiller pour ce que j'espère pour arriver. Et là, je suis content parce qu'il faisait un retour au jeu aujourd'hui. Est-ce que Mike Evans, avec 6 matchs à faire, et environ 600 verges à aller amasser, va réussir une saison de 1000 verges encore cette année? Est-ce que la streak va continuer? Parce que Mike Evans était rendu à sa 11e saison dans la NFL. C'est 10 précédentes au-dessus de 1000 verges par la passe. C'est le seul, à part le GOAT lui-même, Jerry Rice, qui peut se vanter d'avoir 10 saisons de suite de 1000 verges. Moi, je me dis, à 6 matchs, avec une moyenne de 100 verges par match, on peut aller le chercher. Ouais. On peut aller. Par contre, vous me direz, Mike Evans n'a pas encore de match de 100 verges. Même avant sa blessure, il n'avait pas de match de 100 verges dans un match. Je vous comprends. Mais là, Baker Mayfield et les Buccaneers, justement avec Chris Godwin et Mike Evans qui étaient absents, là, on va être en mode urgence parce qu'on a connu un creux de vague. On va être en mode urgence. Et je pense que Mike Evans va avoir du ballon rien qu'en masse s'il reste en santé. Moi, je pense qu'il a ramassé 70 verges aujourd'hui. Ce qui fait que ça tourne autour de 400-410 avec 6 matchs à faire. Moi, je pense que ça peut arriver. Moi, je pense que c'est Mike Evans, on le connaît, là, il va avoir sa petite game de 200 verges à mener. Oui. Elle arrive tout le temps, 1 ou 2 fois par année, là, une game de 200 verges, 3 touchés par rapport. Là, la game que tu dis, OK, c'est pour ça je l'ai pris dans mon fantasy. Ça arrive 1 à 2 fois par année. Faut pas que tu manques. Parce que quand elle arrive, elle est vraiment le fun, faut pas que tu manques. Puis il va avoir une game à 7 verges. Fait que, c'est Mike Evans. Il y a des hauts et des bas. Puis généralement, tout le temps hyper constant. Mais pour se rendre à 1000, c'est tout le temps des montagnes russes et tout. Fait que je pense qu'il va avoir cette game-là à 200. Il va falloir qu'il évite les games à pas beaucoup. Ça va être un gros problème. Parce que là, clairement, s'il veut garder sa séquence de 1000, puis je pense que les Buccaneers veulent l'aider à l'avoir. Là, surtout que Mike Evans va être le numéro 1 incontesté de cette équipe-là. Godwin n'est plus là. Je pense que l'attaque va beaucoup passer par Mike Evans dans les prochaines semaines. Ce qui va peut-être nuire à Mike Evans, c'est que le trio de porteurs de ballon à Tampa Bay, ben, mon Dieu, il fonctionne et pas à peu près. Man, c'est Rashad White, c'est Bucky Irving, puis c'est Sean Tucker. 3 gars qui, sans être des gros noms, ben mon Dieu, qui font le travail, puis c'est des touchés, c'est des verges, c'est des attrapés. Ces gars-là sont tellement efficaces. Puis ben, la meilleure chance des Buccaneers de gagner des matchs en ce moment, c'est en se concentrant sur ces 3 gars-là qui sont extrêmement efficaces. Puis Baker Mayfield qui fait le travail. J'aime Baker Mayfield, a une très bonne saison selon moi cette année. Puis je pense que Mike Evans va l'aider à connaître encore une meilleure fin de saison. J'ai hâte de voir si Mike Evans va se rendre à 1000.
Parce que les dernières années, on n'avait pas de jeu au sol à Tampa Bay. Là, on en a un, puis mon Dieu, qui est monstrueux. Fait que je ne sais pas ce qui attend Mike Evans. Il faut qu'il ait sa game de 200. C'est ça que ça va y prendre. Je pense que c'est aussi simple que ça. Moi, ce que je me demande, c'est les secondaires puis la tertiaire adverse va mettre tout son poids, justement, sur Mike Evans, en sachant que Chris Godwin n'est pas là. Mais ça, c'est une autre affaire. À suivre ça va être la course à 1000 verges pour Mike Evans, qui pourrait devenir le seul receveur dans l'histoire de la NFL à commencer sa carrière avec 11 saisons de 1000 verges. Monsieur Constance, c'est absolument incroyable. Ce que je surveille, et moi, ce qui m'inquiète, la deuxième équipe que j'ai envie de rentrer dans la zone frauduleuse dans la NFL, les Commanders de Washington. Les Commanders de Washington qui viennent d'échapper leurs 3 derniers matchs. Tu es en train de me dire que tu es dans une course à la division avec les Eagles de Philadelphie et tu affrontes les Cowboys de Dallas qui sont tout croche partout avec Cooper Rush comme carrière et tu te fais... OK, ben, là, vous me direz, les fans des Commanders, vous me direz, oui, mais on est haché constamment pour la défense aérienne, ce qui est un fait. Ce qui est absolument un fait. Ouais. Mais je regarde ça et je me dis, est-ce que la magie des Commanders était due au fait qu'on affrontait les Giants 2 fois, les Panthers, les Bears, les Browns puis les Cards? C'est pas des gros clubs. C'est pas des gros clubs. Et là, tu te retrouves bizarrement à les Steelers, les Eagles et les Cowboys. OK, les Cowboys, pour vrai, les Commanders auraient dû gagner ça. Est-ce que si on avait été en prolongation, est-ce qu'on aurait réussi à pousser ça? Là, c'est une autre affaire. Mais là, tu vois, les 2 prochaines semaines, c'est Titans et New Orleans. Est-ce qu'on est assez pour se replacer dans cette course-là? Mais c'est parce que c'est pas juste ça, c'est que la NFC est tellement stack cette année. Mais en fait, elle n'est pas stack, elle est juste très compacte au niveau des équipes un peu. Ce qui veut dire que si tu finis deuxième cette division-là, ben, tu peux quasiment manquer les séries. Tu peux être 7-2, commencer 7-2 à tes 9 premiers matchs et manquer les séries parce que Détroit, Philadelphie, Seattle, shout-out Seattle, qui sont revenus en face de cette division du démon. En passant, 3 équipes à 6-5 au sommet de la division ouest de la nationale. Ça, j'aime ça. Les Falcons qui mènent encore le sud, ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est parce que le nord est tellement fort que les 2 des 3 wildcards, c'est Minnesota et Green Bay. Pendant que Détroit décalisse tout le monde. Puis, tu as les Cardinals de l'Arizona qui ont manqué une belle opportunité d'aller rejoindre Washington à égalité au 7e et dernier rang pour donner... qui donne accès aux séries. Il ne faut pas oublier les Rams qui sont jamais loin derrière et les Buccaneers qui viennent de revoir Mike Evans, excuse-moi. Chris Evans. Oui, j'ai comme mélangé Chris Godwin et Mike Evans en même temps. Mais moi, je fais juste vous dire, les Commanders, don't fuck this up. Moi, c'est... Aujourd'hui, j'avais envie de mettre ça... Je vous regardais, j'avais quasiment envie de vous mettre dans la tir frauduleux. Frauduleux encore une fois, puis aller rejoindre les Texans. Mais ça, c'est ce qu'on surveille pour la suite des choses. Le Harbaugh Ball, on en a parlé pour lundi. Thanksgiving la semaine prochaine, fait que manger de la dinde puis écouter du football toute la journée la semaine prochaine, c'est comme on devrait dans la pure tradition américaine. OK, maintenant, on était à peu près à 1 heure de l'épisode, on va devoir avancer un peu de ce côté-là. Le hockey, la Ligue nationale, ça va bien. Jim Montgomery, shout-out, la semaine passée, qui était avec les Bruins de Boston et qui, une semaine plus tard, a réussi à se faire coller dehors et à être réengagé aujourd'hui, seulement par les Blues de Saint-Louis. Boston, vous faites quoi? Je vais juste vous dire, là. Vous avez eu Claude Julien, Bruce Cassidy, puis Jim Montgomery, qui ont tous gagné à Jack Adams pendant leur passage à Boston. Félix, je vais te demander combien de jours les 3 combinés, combien de jours se sont écoulés quand ces 3-là ont été à la recherche d'une job après être partis de Boston? Les 3 ensemble. Combien de jours? Je sais que c'est pas beaucoup parce que Montgomery, c'est 4 ou 5? 5 Montgomery? Ouais. Claude Julien, c'est pas la journée même.
Coach J, c'est pas genre il se fait gosser là puis le Canadien l'embauche la journée même. Mais c'était pas la journée même, mais. Ou c'est genre 1 ou 2 journées, quelque chose de même, c'est tout de suite après. Puis Cassidy, c'est vraiment rapide. Honnêtement, je pense que c'est 14 jours avec les 3. 20 jours exactement. 20 jours, ok. 20 jours. Ok. Claude Julien, Cassidy, c'est plus long que je pensais. Claude Julien, ça avait pris une semaine avec le CHL le chercher. Une semaine, ok, une semaine, ok. Bruce Cassidy, ça lui a pris 8 jours, puis Jim Montgomery, ça lui a pris 5 jours. Ça, trouver une job naissante. Moi, je fais juste regarder directeur général en haut, puis le président des opérations hockey. Vous congédiez 3 gars qui ont gagné le Jack Adams, et une semaine, les trois, en une semaine, trouvent un job ailleurs dans la Ligue nationale. Moi, je fais juste dire, ça vous lance pas un signal d'alarme un peu qu'on est peut-être soit peut-être trop rapide sur la gâchette, ou 2, on est juste vraiment trop bon en saison régulière puis juste vraiment mauvais en séries éliminatoires, ou que juste 3, c'est peut-être votre faute si le club va continuer dans cette direction-là. Moi, je fais juste dire, Boston, vous faites quoi, là? Parce que là, si Jim Montgomery amène les Blues de Saint-Louis en série et par tout fucking hasard gagne la Coupe Stanley comme Bruce Cassidy a fait, moi, je sais plus quoi dire. Jim Montgomery s'est fait congédier pendant que les Bruins étaient en position pour faire les séries. Je veux dire, c'est très tôt, mais au moins il s'est fait congédier. Les Bruins avaient la 8e place dans l'Est, avaient la dernière place pour accéder aux séries. Et sérieusement, là, amener ce groupe d'attaquants-là en série qui a peut-être 4 bons attaquants. Je suis très sérieux, là, c'est Pasternak, Marchand, pour Flynn Holmes, je le mets d'un bon, mais c'est. Puis le 4e décidé qu'il voulait, le Zaka, c'est tout. Puis ben, c'est quoi, il y avait cette équipe-là dans une place aux séries, même avec un Jeremy Swayman qui a un début de saison assez difficile. Puis une défensive qui. Cette équipe-là décevait partout, mais ils avaient quand même dans une place en série. Puis est-ce que tu peux blâmer Jim Montgomery d'avoir botché les négociations avec Jeremy Swayman qui n'a pas pu avoir de camp d'entraînement pour être prêt comme il faut? Non, tu peux pas. Est-ce que tu peux blâmer Jim Montgomery pour avoir un groupe d'attaquants qui manque autant de talent? Non, tu peux pas. Est-ce que tu peux blâmer Jim Montgomery de ne pas être capable de sortir le meilleur d'un gars comme Nikita Zadorov? Peut-être que tu peux, mais en même temps, il y avait des signes assez clairs que Zadorov, ça allait peut-être pas marcher. Nikita Zadorov, à part son passage à Philadelphie, où il a vraiment été dans une chaise parfaite pour lui. Vancouver, c'était à Vancouver. À Philadelphie. C'était à Vancouver. Oui, aussi, à Vancouver, il avait été, je pense aussi. Il avait-tu été à Philadelphie aussi, ou je me mêle avec. Je pense que c'est avec Kristalainen. Ah, oui, c'est ça. Je mêle tout le temps ces deux-là, anyway. Pour moi, c'est le même défenseur tout le temps. C'est vrai que ça. Pour moi, c'est le même défenseur. Zadorov et Ristolainen, c'est de la même affaire. Mais, tu sais, c'est le genre de défenseur-là qui. Il faut qu'il soit vraiment dans la bonne chaise pour être efficace. Sinon, c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Et Boston a mordu à l'hameçon comme un bon gros poisson et a vu Nikita Zadorov être « Hey, sais-tu quoi? Je pourrais le changer et l'amener à un niveau supérieur comme quoi il faisait en Vancouver. » Non. Non. Et là, tu te dis, même avec des McAvoy, des Carlo, tout ça, puis des Hampus, Lindholm, parce qu'il faut faire la précision, parce que les deux sont dans le même fucking club, ces deux-là, en plus. Puis tu sais, est-ce que tu peux aussi reprocher Jim Montgomery d'échanger les sur le marque alors qu'il y a le match 7 de la finale de la Coupe Stanley? Aussi. On peut-tu reprocher ça? Non, pas du tout. Mais, qui aide pas. Mais Jim Montgomery, malgré le fait que son équipe était encore en position des playoffs pour les Bruins de Boston, c'était du temps emprunté pareil. Je veux être bien cute, je veux être bien fin. Le gars, il est un super bon coach. Mais après la débandade qu'il y a eu contre la Floride il y a 2 ans, et le fait qu'on est passé à un but en prolongation, de devenir la seule équipe de l'histoire du sport collectif nord-américain de blow-up une avance de 3-1 2 années de suite. Ça parle. Moi, tu sais, je pense qu'ils vivaient sur du temps emprunté. Et là, les Bruins n'avaient pas la bullshit de genre « Oh, on est invincible, on gagne genre 12 de nos 13 de nos 15 premières games de la saison. » On n'avait pas encore cette bullshit-là. Quand tu as ça,
et tu as Swayman qui n'est pas à 100%. Tu as Carl Pasternak, tu as Carl Marchand depuis le début de la saison. On a vu mettre l'accent sur ces vétérans là-dessus. Moi, je me dis, il y avait du temps emprunté, puis il fallait le faire. Est-ce que la décision était bonne? Non, mais je pense que c'était la dernière munition pour Don Sweeney, pour Cam Neely, de sauver leur job. C'est tout simplement ça. On voulait juste sauver leur job. Et checkez bien les Bruins qui vont être sur une chute de 8 victoires consécutives, mais qu'on s'en reparle le mois prochain. Parce que là, ils viennent déjà gagner leurs 2 premiers matchs contre Utah, puis l'autre, je ne me souviens plus contre qui. On vient de donner juste un but, puis on a une moyenne de 10 tirs au but de plus que l'adversaire dans ces 2 matchs-là. La bullshit des Bruins de Boston va continuer même avec Joe Sacco. Ça va être incroyable. Ouais, puis moi, tu vois, ce que je trouve un peu étrange du timing de cette annonce-là, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il liait Montgomery aux Canadiens depuis que son congédiement, parce que, évidemment, c'est un Montréalais. Fait que il y avait pas juste ça. T'as Joel Kenville, t'as Jim Woodcroft, puis t'avais Jim Montgomery. Le gars, c'était la rising star dans toute cette histoire-là. Tout le monde. Ouais, tu sais, c'est pour ça le Canadien ne veut pas, tu sais, surtout qu'on parle tellement d'avoir un adjoint de qualité, un adjoint avec l'expérience et tout. C'est un nom qui circulait sans arrêt. Même si, bon, l'engager comme adjoint, j'y ai jamais vraiment cru. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve assez particulier du timing de cette annonce-là. Puis d'ailleurs, petite pensée pour le pauvre Drew Bannister qui a été coach des Blues pendant même pas 20 games avant de se faire sacrer dehors. 22 games officiellement. 22 games, ok, excuse-moi, je pensais qu'il avait fait 19. Mais, tu sais, il était là 22 games puis il s'est fait sacrer dehors. Tu sais, merci d'être passé. Mais, tu sais, Doug Armstrong l'a dit, c'est parce que Montgomery était disponible qu'on a pris cette décision-là. Mais la décision survient un dimanche matin, au lendemain d'une défaite où le Canadien a l'air tellement pathétique que tu dis finalement, peut-être que ça prendrait possiblement un autre entraîneur. Puis je suis pas en train de dire que Martin Saint-Louis va être congédié dans une semaine quand on va se parler, mais après la défaite qu'on a subie Canadien samedi soir, c'est le genre de défaite que tu te dis, peut-être qu'il faut se poser des questions. Puis les Blues ont fait, regarde, tu sais quoi, pas le temps de niaiser. Là, on va peut-être le perdre si on continue à niaiser, nous autres. Fait qu'on est allé chercher dessus, on est allé chercher notre candidat, puis le Canadien n'a pas Jim Montgomery qui a été lié au club depuis mardi, depuis son congédiement. Est-ce qu'il y avait une bonne raison de les lier? Oui. Est-ce que c'était réaliste? Je pense pas, mais tu sais, on n'a pas pris de chance. On a fait, regarde, tu sais quoi, on va aller les chercher tout de suite, puis je me demande si Doug Armstrong a vu ce qui s'est passé à Montréal hier soir, puis il a fait OK, là, ça fait le niaisage. On va chercher Montgomery tout de suite. Je veux rien entendre. Bannister, merci, man. Merci pour tout. Tu as été un excellent coach pendant 22 games. Mais là, c'est pas vrai qu'on va perdre notre coach parce que le Canadien va aller nous le voler en premier. Ça arrive. Écoute, on parle du Canadien, mais moi, je regarde Détroit et Pittsburgh. Aussi. Surtout Pittsburgh, là, en ce moment, le Pittsburgh, là, c'est la débandade. Sidney Crosby a scoré son 600e goal dans sa carrière dans la Ligue nationale et tout le monde s'en contresuce le cul. À quel point... Ça, c'est juste pour parler à quel point que ça va mal du côté de Pittsburgh. Et ça me fait juste rappeler Drew Bannister qui se fait congédier après 22 games. Moi, ça me fait juste penser shout-out à Barry Melrose qui avait topé 16 games avec le Lightning de Tampa Bay et qui avait call out Steven Stamkos pour dire « Ouais, ce gars-là, il n'est pas si bon que ça, finalement. » Le gars s'en va autant de la renommée. First ballot anytime, 3 Coupes Stanley, capitaine, 500-600 goals dans le show. Ça va bien faire. Et, bien sûr, la run qui tuera toutes les runs de ce côté-là pour les entraîneurs temps plein et non pas intérimaire. Shout-out à Mike Babcock, légende des Blue Jackets de Columbus l'année passée. Félix, écoute, je voulais parler un peu des Penguins de Pittsburgh, mais je vois que le temps nous manque un peu de ce côté-là. Mais moi, ce que je me dis, Mio n'est pas là. C'est dommage. J'espère que son party de Noël est excellent. Vous connaissez le thème. Moi, je dis, on passe directement à l'église. On ouvre le confessionnal de la triple menace pour vos takes, vos prédictions et même vos débats, tout farfelu et scandaleux le plus que vous pouvez. Et que ce soit relié au sport ou non. Prenez vos médias sociaux, allez nous drop un DM en commentaire pour dire « Hey, telle prédiction, c'est de la merde, telle équipe, c'est... » On vous répond chaque dimanche. Et là, on a une première question. On vient de parler un peu des situations un peu d'entraîneurs un peu dans le sport et
une première question qui nous provient de Jérémy Mathias sur le super fan des Tigers de Guangdong, si vous voulez nous suivre de ce côté-là, et qui nous demande à la barre de quelle équipe préfériez-vous vous retrouver demain matin? Le Canadien de Montréal ou les Cowboys de Dallas? Man, c'est. Est-ce qu'on peut mettre un paramètre pour dire que les Cowboys étaient en bye week cette semaine? Mettons. Ouais, on compte pas la victoire. Parce que n'a aucun poids sur la réflexion. Les Cowboys étaient en bye week cette semaine, ne jouaient pas contre Washington. On est en bye week. C'est une question qui est intéressante parce que les deux marchés se ressemblent un peu par rapport au. Le hockey est tellement important à Montréal, le football est tellement important au Texas que c'est des marchés qui se ressemblent à ce niveau-là en termes de pression médiatique et tout. Fait que c'est une comparaison intéressante. Par contre, quand tu regardes l'état des deux équipes sur le terrain ou sur la glace, ben, c'est deux équipes qui en sont pas au même stade. T'as le Canadien qui est en reconstruction, qui ben, en ce moment a de la misère un peu. Ça va moins bien, mais tu as des jeunes, tu as des Caulfield, des Suzuki, des Slav, des Dak, je n'aimerais pas tous les jeunes Canadiens, là, vous les connaissez. Puis on a Ivan Demidov qui s'en vient l'an prochain, Michael Leitch, il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait il y a quand même un noyau à Montréal qui est intéressant avec lequel tu peux travailler. Les Cowboys, par exemple, ce qui est super intéressant, c'est que ben, là, oui, ça ne marche pas parce que Dak Prescott est blessé et tout, puis tu as eu beaucoup de blessés cette année. Mais tu as quand même un noyau qui est très intéressant avec des Dak Prescott, avec des CeeDee Lamb, avec des Micah Parsons. Tu as quand même des noms intéressants dans cette équipe-là. Je pense que je dirais. En fait, ma réponse va dépendre d'un facteur. Quand on dit à la barre d'une équipe, est-ce que Jerry Jones me souffle dans l'oreille tout le temps de qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec les Cowboys? C'est ça mon prochain point. Je voulais amener parce que qui tu veux avoir comme boss? Préfères-tu avoir Kent Hughes, Jeff Gordon, puis mettons. Jeff Molson, mettons, ou tu veux Jerry Jones comme boss? Faut pas oublier que probablement que Mike McCarthy gagne probablement plus cher que Martin Saint-Louis aussi. Ouais, je veux pas je veux pas avoir Jerry Jones. Si ça implique que j'ai Jerry Jones qui me dit quoi faire, je vais sauter mon tour. Si je veux gagner à court terme, ben je pense que j'y vais pour les Cowboys. Puis j'ai pas de Jerry Jones. Honnêtement, j'ai pas de Jerry Jones. Je veux gagner à court terme. Je pense que j'y vais avec les Cowboys. Mais le projet de travailler autour de cette reconstruction-là à Montréal m'intéresse aussi. Je vais y aller quand même avec les Cowboys dans l'optique où je veux gagner à court terme et que j'ai pas Jerry Jones. Mais je pense que les deux, c'est intéressant. C'est une comparaison qui est intéressante parce que oui, les deux, on a des gros problèmes en ce moment, mais pour des raisons différentes, puis on n'est pas au même stade. J'aime ça comme question. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que si je me ramasse avec les Cowboys, ben, le premier truc que je fais, ben, c'est de signer des joueurs autonomes parce que l'année passée, on a comme oublié de le faire avec les Cowboys. On a signé Rick Kendricks parce qu'on s'est réveillé un peu en retard. Puis on a fait hey, c'est vrai, il faut signer du monde aujourd'hui. Je pense que j'essaie d'en signer un peu. Puis j'essaie de clairer un peu cette structure salariale-là qui n'a aucun maudit bon sens à Dallas. Si j'étais avec le Canadien, parce que je vais prolonger un peu la question. Là. Si je me rase avec le Canadien, le premier truc que je fais, je pense que c'est d'aller chercher un gardien d'expérience parce que Kellen Primo, ça ne marche pas. Kellen Primo, ça ne fonctionne pas. Je le mets au balotage, j'essaie de trouver un autre gardien, ou à la limite, je rappelle Connor Hughes, je fais s'il y a un contrat de la. Et je pense qu'il est déjà sous contrat de la LNH. En tout cas, peu importe. Je m'arrange pour que Connor Hughes arrive à Montréal, quelque chose comme ça, parce que ben, Kellen Primo, au pire des cons, on le perd au balotage, parce que ben, c'est n'importe quoi Kellen Primo en ce moment. Puis je pense que ça va prendre un changement à ce niveau-là. Puis je pense que juste ça, ben, ça pourrait déjà beaucoup aider. Parce que là, c'est. Oui, hier, c'était Samuel Montembeault et tout. Fait je ne blâmerai pas Primo pour ça, mais c'est arrivé plutôt ce mois-ci aussi que Primo connaît un mauvais match, se fait marquer 1 ou 2 buts, puis après, c'est l'hécatombe. 3, 4, 5, 6, ça n'arrête plus. Fait que c'est d'essayer de calmer l'hémorragie un peu. Je pense que peut-être avoir un gardien vétéran et tout, ça pourrait calmer le jeu. Fait que je pense que ce serait ça la première chose que je ferais pour chacune des deux équipes. Moi, j'aimerais ça. Parce que moi, je suis plus dans une optique de je veux gagner maintenant. Moi, je veux. Puis, tu sais, ce qui est le fun un peu, c'est oui, les Cowboys et les Canadiens, c'est un peu pareil. Tu sais, America's team, Canada's team pour le hockey. Les deux équipes qui salivent en passant aux années 90, en passant tellement comme c'était le bon temps et tout ça. Mais moi, je me dis que les Cowboys cette année, c'est peut-être juste un peu plus de malchance que d'autres choses. Je pense qu'en saison régulière, on n'a rien vraiment prouvé avec ce noyau-là. Là. Tu sais, je pense pas que les Commanders seraient 7-5 et auraient mené leur division
pendant un bon moment dans la NFL. Si les Cowboys n'avaient pas décidé d'imploser au niveau des blessures, Dak Prescott, Michael Parsons, un bout, mais je me dis que... Puis en même temps, Jared Jones, même s'il est mon boss, il ne sera pas mon boss genre 15 ans de temps, là. Tu vas te faire congédier avant. Man. 3 ans, il va se sacrer dehors. Oui, je risque de me faire congédier. Mais je me dis que dans la LNH, le congédiement... Tu sais, la Ligue nationale est certainement la ligue avec le congédiement le plus trigger-friendly que tu peux pas avoir. Fait que sécurité d'emploi, je pense que c'est quand même assez égal des deux côtés. Ouais. Mais je me dis que gagner un Super Bowl quand t'es les Cowboys et gagner une coupe... je sais pas. Parce que j'allais dire, gagner un Super... Dallas qui gagne un Super Bowl, c'est-tu plus gros que le Canadien qui gagne une Coupe Stanley? Oh boy, bonne question. Ben, je veux dire, la NFL est plus grosse que la LNH. Oui. Mais mettons, ben, en fait, dans chaque match, tu sais, si c'était à Montréal, le Canadien gagne la Coupe, c'est 1000 fois plus gros que les. Je sais pas. Mettons, je pense que c'est juste encore un rappel de quand le Canadien s'est qualifié à la Saint-Jean, le fameux but d'Arthurie Lekonen, le Québec a failli virer à l'envers. S'il fallait qu'on gagne contre le Lightning. C'est vrai, ça se ressemble. Ça peut se ressembler. OK. Fait que moi, je prends quand même les Cowboys de ce côté-là. Juste pour le fait de... Puis, justement, Jerry Jones va... Même s'il vend l'équipe, il va mourir dans 5 ans. Je peux pas croire que ce bonhomme-là va te faire encore longtemps. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Je répondrai pas à ce point-là. Je vais m'abstenir de commentaires. On va passer à la deuxième. Écoute, c'est une excellente transition parce que la deuxième question du perron d'église de cette semaine concerne Jerry Jones et ça nous vient de quelqu'un sur justement encore sur les superfans intérieurs de Rwanda. Je pense que Jerry Jones doit céder sa place comme DG des Cowboys. Avec les ex-succès en éliminatoire depuis 28 ans et la dernière saison morte atroce en lettres majuscules. Je cite ici, en lettres majuscules. Il aurait mérité d'être congédié. Mais ça, mon homme, c'est ça qui arrive quand tu es le big boss. Tu as l'ultime sécurité d'emploi. Tu peux faire ce que tu veux, il n'y a personne qui peut te tasser. Man, Jerry Jones mérite d'être congédié, je suis d'accord. Le problème, c'est que qui va congédier Jerry Jones? Peut être congédié. Est-ce que Jerry Jones va se congédier lui-même? Jerry Jones s'aime beaucoup trop pour se congédier. Fait que ça n'arrivera pas. Jerry Jones pense encore que c'est le meilleur DG de la Ligue dans sa tête. Puis il ne comprend pas pourquoi les autres DG sont aussi nuls comparativement à lui. Donc, malheureusement, je ne pense pas que Jerry Jones va céder sa place comme DG, mais je suis 100% d'accord sur le fait qu'il mériterait de ne pas avoir ce poste-là. Et je suis 100% d'accord sur le fait que les Cowboys vont beaucoup mieux se porter le jour où Jerry Jones ne sera plus impliqué dans les opérations de football de l'équipe. Parce que Jerry Jones, on l'a dit, quand on parlait de CeeDee Lamb un peu plus tôt pendant la saison morte, on parlait aussi de comme quoi Jerry Jones finit toujours par payer ses joueurs étoiles. Il finit toujours par le faire. Et il l'a fait avec CeeDee Lamb, il l'a fait avec Dak Prescott pendant la saison morte. Puis, tu sais quoi? Il va le faire avec Michael Parsons aussi. Je suis aucunement inquiet que Michael Parsons va signer un contrat à long terme à Dallas. Mais man, c'est beau payer tes étoiles, mais si tu signes pas d'autres joueurs, si tu restes trop fidèle à tes joueurs étoiles, ça ne fonctionne pas. Parlez-en à Marc Bergevin avec le Canadien. Aussi simple que ça. Moi, je fais juste dire que Brandon Gallagher a une excellente saison. Brandon Gallagher, c'est pas une attaque envers Brandon Gallagher. Est-ce que en même temps, est-ce que ce gars-là mérite 6,5 millions? En ce moment, c'est peut-être le gars qui mérite le plus son salaire dans l'équipe. Je vais te le donner. Là. Josh Anderson à 5,5, c'est un mauvais contrat. Puis il y en a d'autres des mauvais contrats. C'est tout ce que je dis. Juste que tomber en amour avec ses joueurs, ça peut être un point positif dans une certaine mesure. Tu ne veux pas devenir comme les Golden Knights parce que tes gars, c'est de la marchandise, que tes échanges dès que tu as une opportunité de le faire. Là. Mais tu ne veux pas trop tomber en amour avec tes joueurs non plus. Surtout si ça t'empêche de faire autre chose. Puis c'est ça mon gros problème avec les Cowboys. Oui, on a des ressources, on paye nos joueurs, puis on n'a pas peur de payer nos bons joueurs. Mais on ne signe pas d'autres monde. Je veux dire, on a encore Brandon Cooks comme receveur numéro 2 quand il est en... Brandon Cooks, sérieusement, on est encore à Brandon Cooks, là. Le running back numéro 1 de l'équipe, c'est Rico Dowdle. Un gars que j'aime bien pour elle, mais on a signé Ezekiel Elliott en se disant que ça allait être, on va ramener la gagne ensemble, puis hey,
on a-tu pensé demander à Des Bryant s'il était disponible pour revenir attraper des ballons? Michael Irvin ne doit pas faire grand-chose cette journée non plus. On ramène la vieille équipe. Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin. Ramenez-moi tout ça, ça va bien marcher. Tony Romo, Tony Romo, ramenez tout ce monde-là, man. Ramenez DeMarcus Ware en défense. C'est ça le problème avec les Cowboys. J'ai l'impression qu'on est tellement attaché à ces joueurs étoiles-là. Puis à juste titre, tu sais, je l'ai dit, il fallait payer CeeDee Lamb, il fallait payer Dak Prescott parce que ben, c'est les meilleures options que tu avais. Puis oui, ça coûte cher, mais il fallait que tu le fasses. Mais il ne faut pas que ça t'empêche de payer d'autres joueurs. Tu sais, oui, Prescott, c'est bien. J'aime Dak Prescott plus que. Je pense que j'ai plus que la moyenne des autres. C'est ça, je pense que j'aime plus Dak Prescott que la moyenne des gens, mais man, tu peux pas juste signer ce gars-là pour 60 millions par année si c'est l'excuse que tu utilises pour pas signer des gens pour l'entourer parce que on arrive dans un scénario où, comme on le voit cette année, Dak Prescott est blessé, l'équipe implose. Tu sais, c'est aussi simple que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne juste pas. Donc, sur une échelle des Golden Knights de Vegas au Maple Leafs de Toronto, à quel point tu es hésitant à blow up ton corps? Ça est la vraie question. Les Cowboys sont plus loin que les Maple Leafs encore. Je pense que l'extrême, c'est plus les Cowboys que les Maple Leafs. Ah ouais? Mais ça se ressemble. C'est un peu le même principe. Tu as compris le principe? Ouais, non, j'ai compris le principe. Mais, tu sais, comme je disais, le gars peut pas rester mort. Tu sais, Bill Belichick, ça a tout pris pour qu'il s'enlève de directeur général, puis lui-même avait un patron en Robert Kraft. Tu sais, ça va prendre quoi pour que Jerry Jones décide lui-même? Sais-tu quoi? Je vais piler sur mon ego, je vais faire de l'introspection, je vais devenir une meilleure personne. New Year, New Me en 2025, et je vais step down à la fin de la saison. Spoiler alert! Aucune chance. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Non. Évidemment, non. On peut régler ça tout de suite. Mais je suis quand même déçu. J'avais mis les Cowboys de Dallas. Moment confession, j'avais mis les Cowboys de Dallas vainqueurs de cette division-là au début de la saison. Je me souviens plus si je les avais en série. Clairement, c'est sûr que je les avais en série. J'avais-tu mis vainqueurs de la division? J'ai voyé dans une lutte avec les Eagles, puis je pense que j'avais les Cowboys gagnant la division aussi. Je pense que j'avais la même. Fait qu'on ira de ce côté-là. On a peut-être le temps de dernier perron d'église et ça provient de l'ami Mathieu Vachon, régulier du confessionnal du perron d'église et qui nous demande on se donne encore combien de temps? On parle de blow up un corps, de commencer à détacher un peu un corps? Mathieu qui nous demande on attend encore combien de temps pour commencer à échanger des gros morceaux chez les sénateurs d'Ottawa? Man, On attend quoi? Est-ce que. Ma question, vas-y. Est-ce que c'est maintenant que ça se passe? Est-ce qu'on se rend à l'évidence que ce groupe-là, sans dire blow up complètement, là, on va mettre une ligne à quelque part, mais qu'on commence à peut-être transiger un membre? Est-ce qu'un Thomas Chabot? Est-ce que Josh Norris? Peut-être pousser l'insulte à l'injure? Est-ce qu'un Brady Tkachuk? Moi, c'est lui que je pense que s'il y en a un à échanger, c'est Brady Tkachuk. Est-ce qu'un Brady Tkachuk, on peut regarder ça la prochaine saison-là, puis on dit, mais, sais-tu quoi? On pourrait réajuster ce corps-là, puis réajuster un peu cette reconstruction-là, parce que, sans surprise, les sénateurs d'Ottawa sont encore une fois incompétents. Mais non, il était juste un gardien. Le jour où ils vont voir le gardien. Ah non. Là, je vois un autre moment confession. Moi aussi, j'étais là-dedans que je pensais. Peut-être que Linus Ulmark, un gars qui a gagné le Vizina il y a 2 ans, peut-être, là, c'était le dernier morceau à amener du côté des Sens pour, enfin, soit aller en play-off ou 2, juste se battre en play-off au mois de mars. Nommez-moi la dernière fois depuis 2017 que les Sens étaient déjà encore en vie rendus au mois de décembre. C'est jamais arrivé. Le mois de novembre, c'est continuellement un désastre pour les sénateurs d'Ottawa. On est incapable de jouer au-dessus de 500 et on arrive décembre, janvier, on est mort. On est mort et enterré. On pense déjà aux gars qu'on va repêcher en juin. Ouais, ça marche pas clairement. Puis je pense que Linus Ulmark connaît pas les grands débuts. Puis il n'y a pas l'excuse de Jeremy Swayman d'être pas au camp et tout. Fait que je sais pas, man. Je pense que Brady Tkachuk va se faire échanger éventuellement. Je pense pas que
Ça, c'est peut-être un take, mais je pense pas que Brady Tkachuk va jouer le prochain match des Sénateurs en série. Je pense que Brady Tkachuk... en fait, la seule raison pour laquelle il jouerait, c'est s'il était contre les Sénateurs. Je pense que je vois pas Brady Tkachuk être en uniforme des Sénateurs. Mais la chose que les Sens vont être vraiment qualifiés en série, Brady Tkachuk, un n'aura plus ça et deux ne sera juste plus là. Ne sera plus là. Je pense qu'il va être ailleurs. Puis je serais pas surpris que Brady Tkachuk quitte d'ici un an, peut-être l'été prochain, parce que, ben, tu sais quoi, tu regardes les Sénateurs, tu veux échanger quelqu'un, là, ben Brady Tkachuk, c'est peut-être celui qui t'a la meilleure valeur. En fait, c'est peut-être un des rares pour lesquels tu peux vraiment avoir une grosse valeur. Tu sais, tu peux clairement échanger ça pour quelque chose d'assez majeur. Puis, est-ce qu'on sait s'il est vraiment heureux à Ottawa? Il y a tout le temps des rumeurs à chaque année de ouais, peut-être que Brady Tkachuk voudrait être échangé, peut-être que, tu sais, il y a tout le temps un petit peut-être que qui est fatigant, puis que tu sais, quand il y a de la fumée, ben, il n'y a jamais de feu sans fumée. Puis ben, là, il y a peut-être un petit peu de fumée en ce moment. Puis ben, peut-être que ça cache quelque chose. Puis je me dis que ben, peut-être qu'à un moment donné, l'échanger pour comme faire un clean break qu'on dit en anglais, là, de faire une séparation, de s'arrête là, et puis repartir peut-être sur d'autres bases avec des Tim Stützle, avec des Jake Sanderson, avec ce plus jeune noyau-là qui est en train de pousser à Ottawa. Peut-être que ce serait une meilleure chose. Puis je pense que tu peux avoir quand même quelque chose d'intéressant pour Tkachuk. La Floride, clairement, si Brady Tkachuk devient disponible, la Floride appelle, veut savoir ce que tu veux pour régler les deux points, là. Mais... C'est sûr que les Panthers sont l'équipe la plus gossante à affronter. Tu veux rajouter Brady Tkachuk là-dedans? Le jour où les Sénateurs là, où ils veulent l'échanger, c'est sûr que les Panthers appellent. On ne l'échangera pas dans la division, j'y crois pas une seconde. Là, mais c'est sûr qu'ils vont appeler. Puis je pense que non, je pense que la prochaine fois que les Sénateurs vont jouer un match de série, Brady Tkachuk ne portera pas leur uniforme. Moi, dans le cas de Brady Tkachuk, c'est son salaire n'est pas si énorme, tu sais, 8,2 millions ish, XYZ. Mais Brady Tkachuk un peu confirme un peu ce qu'on disait de lui au début de la saison, au début de sa carrière, quand on le comparait notamment à Jesperi Kotkaniemi, on disait de lui, ce gars-là était déjà à 19 ans, le gars le plus NHL ready de sa cohorte. Il n'y aura pas un énorme plafond, mais il va avoir un excellent plancher, ce qui va faire qu'à 19-20 ans, comme il l'a fait, c'est devenu un joueur vraiment important pour les Sénateurs. Mais Brady Tkachuk a fait 80 points une seule fois dans sa carrière. C'était il y a 2 ans. Tu sais, un 60-70 points, super correct. Moi, je prendrais ça à Montréal n'importe quand, soit dit en passant. Tu sais, on essaie de vendre Cole Caulfield et Nick Suzuki que, ils sont des bons joueurs aussi. Les deux gars n'ont jamais fait 80 points, puis Cole Caulfield n'a même pas fait encore 40 goals. Tu sais, on a encore des coups à manger. Mais tu sais, il faut être conséquent. Si on parle de Brady Tkachuk demain, il faut parler un peu de ces deux gars-là là-dessus. Tu sais, 83 points, 74 points, ce qui est vraiment bon. En 2014, ça a été élite. En 2014-2015, ça a été élite. C'est bon encore aujourd'hui pour l'époque, mais c'est pas ton joueur de franchise. Tu sais, un joueur de franchise, c'est au moins 90, 100 points. Et ça, c'est Tim Stützle est capable de le faire. Ouais. Je pense que c'est, avec Jake Sanderson, les deux intouchables vraiment du côté des Sénateurs d'Ottawa. Moi, je pense que Claude Giroux, tu ne peux pas échanger ça parce que ce gars-là est bien trop important pour un vestiaire des Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Josh Norris, qui aurait peut-être de la valeur un peu. Thomas Chabot, peut-être éventuellement. Tu sais, je regarde Thomas Chabot qui a encore 8 millions pour 3 autres saisons après celle-là qui est en cours pour l'instant. Puis qui a une clause qui fait en sorte qu'il peut mettre une équipe de. Il peut mettre 10. Il peut mettre une liste de 10 équipes. Bon, on va avoir une liste de 10 équipes qui ne souhaitent pas être échangées jusqu'à la fin de son contrat à l'été 2028. Je sais pas. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que tranquillement, mais sûrement, la fameuse pipeline qu'on a tellement vantée à Ottawa commence à se vider parce que tout le monde monte en haut et on ne voit pas plus de résultats pareils de ce côté-là. Il y a peut-être un Drake Batherson aussi. À moins de 5 millions, Drake Batherson pourrait être une belle aubaine de ce côté-là. Mais, écoute, moi, je dis que faut commencer à parler des Sens parce que là, tu ne peux pas continuer de même. Là. Tu sais, un moment donné, il va y avoir
sais, un moment donné, il va y avoir Buffalo, Ottawa ou Montréal qui vont faire les séries. Je ne sais pas lequel des trois, puis je sais encore moins quand. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te permettre, si tu es les Sens, de voir Buffalo et Montréal faire les séries avant toi. Surtout Montréal, ça serait vraiment une injure capitale pour cette équipe-là. D'ici là, on va wrap l'épisode. On va wrap le perron d'église de ce côté-là. Mais avant, on a une tradition depuis quelques semaines. On parle du joueur de la semaine, joueur mystère un peu. On aime ça aussi que vous participiez. Puis que, tu sais, aussi vous faites exprès de dire tu sais, de faire exprès de donner des mauvaises réponses un peu, puis de faire des affaires les plus absurdes de même. Et là, la semaine passée, on parlait beaucoup de Jared McCain en début d'épisode. Et là, on retourne au baseball. Félix. Écoute, on a annoncé les honneurs individuels dans la MLB cette semaine. On en a moyen de parler parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de surprises. En fait, peut-être que la seule course qui était un peu intéressante à surveiller, c'était la recrue de l'année dans la nationale, où est-ce que, ben oui, évidemment, il y avait un certain lanceur à Pittsburgh, qui d'ailleurs est notre joueur de la semaine, mais on avait aussi des Jackson Merrill, des Jackson Chourio, qui ont fait parler d'eux. Mais il y a quand même, chez les Pirates de Pittsburgh, un lanceur partant de 22 ans qui porte le numéro 30 et qui n'a pas été mauvais cette année exactement, a connu une saison, comment dire, correcte, pas dégueulasse, adéquate, passable. Il a juste starté le match des étoiles pour la nationale. Ça, tu sais, rien de trop majeur, là. Rien de trop majeur, une saison correcte, là, tu sais, ça va. On parle évidemment de Paul Skeens ici, le partant des Pirates de Pittsburgh, qui, ancien premier choix au total, a gradué dans les majeurs à une vitesse assez fulgurante. Aurait probablement pu être là plus rapidement si les Pirates n'avaient pas manipulé son temps de service. Mais ça, c'est l'histoire de tous les espoirs de la MLB. Donc oui, Paul Skeens, qui était le joueur de la semaine, on a voulu un peu rendre hommage à celui qui a été nommé recrue de l'année dans la nationale cette semaine. Puis, il faut dire aussi que si, ça c'est une petite histoire, petite anecdote que j'ai vu passer, si les Pirates avaient rappelé Paul Skeens quelques jours plus tôt, les Pirates auraient eu un choix de repêchage supplémentaire parce que depuis 2-3 ans, on donne un choix de repêchage à l'équipe qui a le recrue de l'année, mais il faut qu'il y ait un temps de service minimum à atteindre. Puis je pense que Pascal nous a manqué la cote de genre quelques jours. Fait que... Ben, c'est ça, on a voulu le garder un petit peu plus longtemps pour garder une année de contrôle sur lui, mais ben, ce faisant, on a abandonné le choix de repêchage pour le garder. Ah, mais on voit qu'à quel point les Pirates sont une organisation qui roule très bien, qui est extrêmement bien gérée. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus passer la dernière heure et demie et des poussières à peu près pour la triple menace de ce 24 novembre 2024. On se retrouve la semaine prochaine. On vous rappelle, on est aux 2 tiers de la saison de la NFL. Le dernier sprint commence. La LNH, on poursuit. On surveille la NBA Cup du côté du circuit de Adam Silver. Est-ce que les Timberwolves vont se replacer? Est-ce que les Titans de Tennessee vont partir sur une séquence de 6 victoires de suite pour se qualifier en série pour faire les séries? On ne sait pas. Mais, en fait, on le sait que non. On le sait que non. Spoiler alert, ça sera probablement non, mais c'est tous du bois en ce moment. Et on vous remercie de votre support semaine après semaine sur nos réseaux sociaux et tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine.